Année, si vous pouvez le mettre en ligne, autrement il est introuvable. En fait, il a été signé d'ailleurs par quelques autres. J'en signalais un que j'ai publié dans un volume que j'avais dirigé qui s'appelle Rencontre avec Pierre Bourdieu, où je raconte, j'ai essayé de raconter cette fois en amont de ce texte que j'avais écrit avec Claude. Sur comment je suis devenu sociologue. Voilà, c'était quelque chose, j'ai oublié le titre, enfin ça va être quelque chose comme c'est l'auto-socio-analyse encore d'un sociologue tardif, quoi. Voilà, comment je suis tardivement, j'espère, devenu sociologue. Voilà, donc c'est une espèce de complément peut-être de ce travail ancien, donc qui avait été jalonné aussi par un autre truc qu'on trouve en ligne, où j'avais été sollicité par la Maison des sciences de l'homme à Paris, qui m'avait demandé de faire un entretien sur ce que j'avais essayé de faire en sociologie. Donc c'était un essai, ça avait été précédé d'un essai oral, où là pour le coup j'étais revenu sur, en essayant de faire la sociologie, d'un travail sociologique sur quelques décennies maintenant. Voilà. Bien, alors je dis ça non pas pour me faire de la publicité, mais pour si ça vous amuse, voilà, vous pouvez regarder, quoi. Bon, comme ces trucs, comme les tentatives qui sont ce qu'elles sont, hein. Je ne dis pas qu'elles sont particulièrement accomplies, elles ont l'intérêt d'être multiples. Alors ça, je crois que c'est intéressant et décalé dans le temps, parce que ça indique, à mon avis, un des aspects de ce type de travail qui est forcément interminable. Voilà, on n'a jamais fini avec ça. Bon, je pense. Ouais, donc on n'a jamais fini. Et je pense que voilà, pour l'attester, c'est une façon de montrer comment je sais pas, le regard se déplace, change. Je ne pense pas qu'il y ait de bouleversement radical, mais voilà, l'intérêt se déplace sur des aspects qui avaient été négligés auparavant, parce que je ne les avais pas vus. En tout cas, ça me semblait pas important, et qui, au fil du temps, se déplacent et montrent, je crois, d'autres façons de se poser ce genre de questions. Alors, pour ce qui est d'aujourd'hui, en fait, je me suis dit, je ne vais pas vous parler de moi, parce que bon, ça ne vaut pas l'intérêt, quoi. C'est pas que je ne veux pas, mais enfin bon, voilà, ça ne me semble pas être un sujet d'intérêt extraordinaire. Donc j'ai essayé, en fait, je me suis dit, tiens, je vais essayer de réfléchir à pourquoi je fais ce séminaire dont vous parliez tout à l'heure. En fait, ce séminaire que je fais à l'ENS depuis quelques années, je le fais depuis 20 ans, je crois. Voilà, peut-être c'est la dernière de cette année. Je le fais encore cette année, mais c'est peut-être la dernière parce qu'on finit par se lasser quand même. Il faut bien arrêter un jour. Mais je me suis dit, voilà, pourquoi je vais faire une chose que je ne fais pas vraiment dans ce séminaire. En tout cas, simplement reprendre l'introduction de ce séminaire. Mais pourquoi donc ce séminaire? Voilà. Au fond, ce séminaire, il est, comme son nom l'indique, une espèce d'initiation à une pratique réflexive de la sociologie, mais même si ça a l'air un peu élevé comme ça, comme préoccupation, c'est très terre à terre, hein. En fait, il s'agit d'accompagner des jeunes chercheurs dans leurs recherches, chacune de leurs recherches, en essayant d'aborder avec eux, dans l'ordre où elles se posent, les questions qu'inévitablement on se pose dans la pratique de la recherche, en essayant toujours, avec toujours la même démarche, essayer d'objectiver sociologiquement chacune des étapes de la recherche, à commencer par le choix d'objets, pour qu'on travaille sur ça plutôt que sur autre chose. Bon, je pense que c'est intéressant de le faire et essayer de montrer pourquoi c'est intéressant, hein. Pas comme ça, de façon totalement spéculative, pour le plaisir de le faire, mais en essayant de montrer que, par exemple, s'interroger sur ces choix d'objets, c'est s'interroger sur son rapport à l'objet, donc sur une problématique implicite qui guide ces choix d'objets, et de la sorte commencer à faire cette opération compliquée mais essentielle en matière de recherche, je crois, qui est la construction d'objets. C'est toujours un peu compliqué, la construction d'objets. Oula, qu'est-ce que c'est que ce truc dont j'essaye, voilà, d'expliciter comment est-ce qu'on peut tenter de construire, voilà, provisoirement un objet. Alors c'est une façon de le faire, il y en a d'autres. Bon, donc ce séminaire, il est conçu comme ça, donc comme une espèce de façon très très pratique d'accompagner d'un regard réflexif, c'est-à-dire d'objectiver, d'accompagner d'un regard réflexif la pratique de l'enquête, et c'est-à-dire d'objectiver chacune des étapes, hein, d'un travail sociologique. Donc, choix d'objets, construction d'objets, choix de terrain, choix de méthode, objectivation de la situation d'enquête, comment généraliser, comment est-ce qu'on fait pour généraliser, comment est-ce qu'on écrit aussi de la sociologie, voilà, grosso modo. Donc c'est ça le fil général du séminaire. Mais au fond, ce que je fais simplement en introduction de ce séminaire, c'est de me demander, mais pourquoi cet impératif de réflexivité? Au fond, pourquoi mettre au centre
de la pratique cet impératif de réflexivité. Donc c'est sur ça que j'ai essayé de réfléchir pour ce matin, en essayant de dire pourquoi, à mon avis, les sciences sociales et la sociologie en particulier se doivent d'être réflexives, en essayant de vous montrer pourquoi, voilà, comment et pourquoi ça vous servait à quelque chose. Bon. Alors, voilà, vous m'interrompez quand vous voulez. Hein. Bon, voilà, parce que j'ai peur que ce soit un peu long. On verra. Quoi. Bon, enfin, n'hésitez pas à m'interrompre si je suis trop obscur ou trop elliptique. Alors, voilà. Peut-être on peut partir pour se poser la question donc, que j'ai essayé de placer au centre de la réflexion de ce matin sur sciences sociales et réflexivité. On peut partir de ce constat très discuté, je sais bien, qui était présent dans le métier de sociologue à propos des sciences sociales. Les auteurs, à l'époque, Bourdieu, Chambordon, Passeron, écrivaient « Les sciences sociales sont des sciences comme les autres, mais qui ont une difficulté particulière à être des sciences comme les autres. » Bon, donc, sciences comme les autres, mais qui ont une difficulté particulière à être des sciences comme les autres. Bon, je pense que tout le monde sera d'accord avec ça encore aujourd'hui, enfin je pense, la plupart, en tout cas, des gens qui font ce métier, bien que sur les difficultés particulières que la sociologie a à être une science comme les autres sont très très nombreuses. Les objections sont très très nombreuses, y compris celles de Passeron. Bon, voilà, un des auteurs, des co-auteurs du métier de sociologue, qui est revenu depuis sur un certain nombre d'affirmations, dont celle-ci du métier de sociologue, pour la critiquer dans le raisonnement sociologique. Alors, je ne veux pas parler ici de Passeron. On pourrait, hein, ce serait intéressant de le faire. Et puis, bon, il y en a bien d'autres. On pourrait s'interroger donc sur les spécificités épistémologiques des sciences sociales, qu'est-ce qu'elles ont de particulier, etc. Mais je vais aborder cette question comme Bourdieu l'abordait dans son cours, son dernier cours au Collège de France, qui s'appelait Sciences de la science et réflexivité, en essayant d'indiquer quelle était, à ses yeux, la spécificité des sciences sociales et de la sociologie en particulier, parce que je crois, c'en est une qui me semble importante, et parce que je crois qu'elle est tout à fait fondatrice par rapport à cet impératif de réflexivité. Donc voilà, une des raisons, alors j'en vois deux en fait, deux raisons mises en avant par Bourdieu sur la spécificité des sciences sociales qui ont au fond des sciences qui ont du mal à être des sciences comme les autres. La première, je crois, elle est tout à fait fondamentale. C'est qu'au fond, je le dirais comme ça, même si Bourdieu ne le dit pas exactement comme ça, de façon aussi brutale que je vais le dire, c'est qu'au fond, il me semble que la sociologie est nécessairement politique. Voilà, c'est une affirmation brutale, dite comme ça, mais je crois que c'est vrai. Voilà, je pense que c'est profondément vrai. Alors, je vois trois raisons essentielles pour soutenir ce point de vue, la sociologie est politique. La première raison, elle est d'inspiration toute durkheimienne, c'est l'idée que, ou bachelardienne, si on veut, je vais expliquer pourquoi dans un instant, c'est qu'au fond, la sociologie est construite contre l'illusion du savoir immédiat, contre le sens commun, contre les évidences de la doxa. Au fond, c'est reprendre, ça c'est le point de vue de Durkheim, hein, les sociologues durkheimiens, il y en a quand même encore pas mal, même si on se retrouve pour contester, mais enfin bon, je pense que ce point de vue me semble aussi, alors je citais Bachelard à l'instant, ça me semble simple, quoi. Enfin, c'est très simple, hein. L'idée de Bachelard, c'est il n'y a de science que le cachet, quoi. Bon, voilà, c'est qu'au fond, l'idée, pour faire de la science, il y a des choses cachées à découvrir, quoi. Bon, voilà. On se demande d'ailleurs pratiquement, laissons là l'épistémologie, mais pratiquement, je pense qu'on se demande bien pourquoi on pourrait d'ailleurs faire de la recherche s'il n'y avait rien à trouver, quoi. Je veux dire, c'est aussi ce que j'enseigne depuis des années mes étudiants, c'est bon, si on fait une enquête, c'est pour trouver quelque chose. Il faut avoir, je pense, c'est normatif comme point de vue, mais enfin, il faut avoir à l'idée qu'on va faire une découverte. Bon, qu'on va faire des découvertes. Si ténue soit-elle, je pense que pourquoi faire ce travail s'il n'y a rien à trouver, quoi. Voilà, si tout est déjà dit, alors je vois mal pourquoi on n'arrête pas tout de suite, quoi. Bon, il faut arrêter d'urgence, quoi, il me semble. Donc cette idée première, c'est au fond, donc on peut la développer sous une forme pratique, on peut la développer bien sûr aussi sous une forme épistémologique, dans la perspective de Durkheim. Donc c'est rupture avec le sens commun. Voilà, parce que rupture avec le sens commun, c'est rien d'autre que de dire le sens commun ne sait pas tout ce qu'il y a à savoir sur le monde social. Je peux découvrir des choses que professionnellement, en employant des méthodes professionnelles,
en y passant du temps, entre autres. Voilà, c'est d'abord professionnel, ça veut dire d'abord ça, hein, peut-être passer du temps, voilà, passer du temps pour découvrir des choses que, de façon générale, on ne sait pas. Bon, mais de ce fait, l'idée de sociologie comporte celle de dévoilement, qu'il y a des choses à dire qui sont différentes, au moins sinon contradictoires par rapport à la doxa, l'évidence, le sens commun, etc. De ce fait, bon, c'est une première raison, je crois, pour comprendre que la sociologie est forcément politique. C'est ce que disaient d'ailleurs Bourdieu et Passeron, non pas dans le métier de sociologue, mais dans une note de la reproduction, je vous la cite, et il cite Bachelard: s'il n'est de science que du cachet, on comprend que la sociologie est partie liée avec les forces historiques qui, à chaque époque, contraignent la vérité des rapports de force à se dévoiler, ne serait-ce qu'en les forçant à se voiler toujours davantage. Bon, vous voyez, c'est cette idée, au fond, le dévoilement, bon, voilà, il y a des gens que ça arrange, mais pas tout le monde, quoi. Bon, voilà. Donc, vous êtes pris, forcément, dans un jeu de rapports de force, en faisant simplement votre métier, bon, en essayant de mettre en évidence des choses qui ne vont pas de soi, vous êtes forcément pris dans le jeu politique. Voilà. La deuxième raison, qui a à voir avec la première, qui me porte à dire que la sociologie est forcément politique, c'est au fond parce que le cachet, justement, qu'il s'agit de mettre au jour, en l'occurrence, réside pour l'essentiel dans les rapports de domination dont l'efficacité propre réside beaucoup justement dans ce cachet, quoi. Bon, c'est-à-dire qu'il y a du cachet dans les rapports de domination, et mettre en évidence le cachet de ces rapports de domination, c'est mettre en cause, au fond, le fonctionnement de ces mécanismes qui assurent la reproduction de l'ordre établi, c'est-à-dire des rapports de domination établis. Donc, d'une certaine façon, en faisant rien d'autre, là encore, sur son travail, essayer de comprendre comment ça marche, essayer de comprendre comment fonctionnent ces rapports de domination. Si vous mettez au jour le fonctionnement de ces rapports de domination, vous les remettez en cause dans la mesure où un aspect essentiel du fonctionnement de ces mécanismes de domination réside dans la méconnaissance du mode de fonctionnement de ces rapports de domination. Voilà. Bon, donc voilà, c'est comme ça, quoi. Ça vous fasse plaisir ou pas, que vous le fassiez pour ça ou pas, de toute façon, c'est comme ça. Vous êtes pris, là encore, dans le jeu, parce que le cachet en question, en matière de sens social, qu'il s'agit de mettre au jour, porte à conséquences politiques. Enfin, il y a un troisième argument qu'on peut mettre en évidence et qui me semble lui aussi évident, trivial même. On pourrait dire que dans la mesure où les sociologues et les sciences sociales de façon plus générale ont pour objet propre la représentation ou la tentative de construire une représentation scientifique du monde social, eh ben, ils ne sont pas tout seuls à le faire. Voilà. Ils sont bien forcément bien obligés de constater que dans la production de représentation du monde social, il y a eux, mais enfin, il y en a aussi des tas d'autres. Bon, alors, à commencer par les journalistes, qui font rien d'autre qu'ils font le même travail, ils produisent aussi des représentations du monde social, et bien sûr, le personnel politique. Le personnel politique ne cesse de produire des représentations du monde social. Donc, d'une certaine façon, dans la mesure où ils ont le même objet, où ils sont de fait placés dans une situation de concurrence dont l'objet est un enjeu politique tout à fait central. Donc, voilà, c'est comme ça, que ça leur fasse plaisir ou pas, là encore, je pense que les sociologues font de la politique, y compris sans le savoir, quand ils produisent des représentations du monde social, c'est-à-dire quand ils font leur travail, tout simplement. C'est produire une représentation du monde social, c'est faire de la politique, que ça vous fasse plaisir ou que ça ne vous fasse pas plaisir du tout. Et c'est, je crois, pour ces trois raisons, donc voilà, je schématise un peu, on pourrait raffiner ça, mais enfin bon, il me semble avoir dit quand même l'essentiel, qu'on peut dire, je crois, que les sciences sociales sont politiques. Voilà. Là encore, y compris à leur corps défendant. Hein, je pense que c'est important, y compris à leur corps défendant. Alors, si elles font, dans la mesure où elles font de la politique, je pense qu'on peut comprendre aussi comme ça pourquoi les sciences sociales sont soumises à des pressions externes particulièrement fortes. Elles sont soumises à des pressions externes parce que leurs enjeux sont importants, tout simplement. La reprise en main, d'ailleurs, à laquelle on assiste, après tout, depuis quelques années, quoi. Là, c'est pour moi une fin de carrière, mais enfin, entre un avant et un après, je vous jure que c'est pas pareil, quoi. Bon, entre ce que c'était dans les années 70, quand je racontais ce truc, et maintenant, bon, je forçais de constater que ça a beaucoup changé, et ça a tout à voir, je crois, avec ce que je dis, ça a tous les caractères, enfin, beaucoup des caractères d'une reprise en main des sciences sociales. Je pense que, bon, elle est commandée, entre autres, implicitement,
implicitement, même si c'est pas une stratégie explicite, hein, mais de fait c'est comme ça, quoi, bon, qui vise à contrôler, en quelque sorte, à reprendre le pouvoir, à reprendre la main, en quelque sorte, comme on peut, sur la production des sciences sociales et de la sociologie en particulier. Donc, prise de contrôle externe, hétéronomie croissante, je crois, on pourrait dire ça, et on pourrait montrer ça, je crois, assez facilement, une hétéronomie croissante des sciences sociales, qui est d'autant plus efficace qu'elle trouve à l'intérieur du champ même de la sociologie des conditions telles que cette hétéronomie soit comment dire, facile à établir. En quelque sorte. Il suffit de trouver des alliés à l'intérieur, c'est très simple, quoi. Et trouver des alliés à l'intérieur, c'est très facile en sociologie. C'est très facile pour différentes raisons, hein, parce que, bon, enfin, une des raisons sans doute centrales, c'est au fond le contrôle du droit d'entrée dans le champ, qui est très faible, bon, qui fait qu'on trouve tout ce qu'on veut, quoi. Bon, à l'intérieur de la sociologie, c'est une espèce de, je pense que c'était, enfin, il me semble, il faudrait objectiver ce que je dis là. Enfin bon, c'est des hypothèses un peu rapides, mais enfin moi je crois, hein, qu'une des raisons, c'est voilà le fait que c'est Yvette Delso qui disait il y a très longtemps que la sociologie est une discipline particulièrement accueillante. Voilà. Bon, c'est une façon gentille de dire les choses, quoi. Bon, où voilà, où en fait le droit d'entrée est extrêmement faible et fait que les écarts de capitaux disponibles à l'intérieur de cet univers sont très très grands. Bon, voilà. Et le fait que, de façon générale, on pourrait montrer que les chercheurs les plus hétéronomes ont, par définition, plus de chances de s'imposer que les chercheurs les plus autonomes, quoi. Voilà. Bon, on pourrait montrer ça, je crois, de façon assez convaincante, mais enfin bon, je ne vais pas m'éterniser sur le champ de la sociologie. Ce qui me semble important de comprendre, c'est voilà, c'est le fait que la sociologie est politique, qu'étant politique, elle est dangereuse d'une certaine façon, donc elle est à contrôler, et elle est contrôlée, et il y a les moyens d'exercer ce contrôle. Voilà. Donc elle dépend très très fortement des conditions sociales de production, où sa production dépend fortement, comme les autres productions d'ailleurs, de ces conditions sociales de production, et en particulier, donc elle est soumise très fortement à l'hétéronomie. La deuxième raison, je crois, plus épistémologique, celle-ci, c'est que, qui fait que les sciences sociales ne sont pas tout à fait des sciences comme les autres, c'est que si pour la sociologie comme pour les autres sciences sociales, la référence au réel, réellement existant, est un point tout à fait central, le point, la pierre sur laquelle peut se construire ou peut tenter de se construire une science sociale, le réel en question, quand il s'agit de sociologie, c'est évidemment pas le même que le réel des climatologues ou le réel des sciences de la nature de façon très générale. Bon, ce qui pose là encore un problème, hein, c'est pas un problème là pour le coup qui est épistémologique, c'est-à-dire que la référence au réel dont il s'agit de rendre compte, il s'agit de construire des représentations, est un réel particulier. Je vais citer ce rapport, ce que disait Bourdieu dans ce cours dont je parlais tout à l'heure, qui me semble dire l'essentiel de ce qu'il y a à dire là-dessus. Dans le cas des sciences sociales, disait-il, le réel est bien extérieur et indépendant de la connaissance. Il y a bien un réel social qui existe indépendamment de moi qui l'étudie, quoi. Bon, c'est trivial, donc c'est pour la sociologie comme pour toutes les autres sciences, mais ce réel, il est lui-même une construction sociale, un produit des luttes antérieures qui, au moins à ce titre, reste un enjeu de lutte présente. Bon, alors, c'est important, voilà, c'est ce réel qui existe indépendamment du sociologue, ça semble évident. Bon, voilà, le monde social tel qu'il a cette singularité d'être lui-même le produit d'une construction sociale. Bon, c'est-à-dire qu'il est un produit d'une histoire, ce monde il est ce qu'il est, il a une certaine cohérence, une certaine forme d'inertie, de résistance, etc., ça ne se change pas comme ça en claquant des doigts, hein, mais voilà, il est néanmoins, bon, je pense que c'est important, le produit, le résultat d'une construction sociale solidifiée, en quelque sorte, objectivée, en quelque sorte. Hein, c'est du social objectivé qui résiste, comme on résiste n'importe quoi qui est objectivé, c'est-à-dire qui se présente sous forme d'objets, y compris des murs, hein, mais pas seulement, quoi. Bon, c'est aussi du droit, par exemple, des institutions de façon générale, au sens durkheimien du terme. Il faut donc, disait Bourdieu, associer une vision constructiviste de la science et une vision constructiviste de l'objet scientifique. Alors, vision constructiviste de la science, on va y venir dans un instant, hein, vision constructiviste de l'objet scientifique, c'est ce que je viens de dire. Les faits sociaux sont socialement construits, et tout agent social, comme le savant, construit tant bien que mal et vise à imposer avec plus ou moins de force sa vision singulière de la réalité, son point de vue, grosso modo. Donc,
donc cet objet propre de la sociologie, c'est le monde social qui est un produit d'une construction sociale historique, hein, qui est ce qu'il est, bon, aujourd'hui, voilà, mais qui est le produit de cette construction. Et la vision que j'en ai, elle est elle-même une construction, c'est-à-dire que cette vision est le produit de la construction que j'opère en le voyant, en le percevant, en le construisant, hein, à travers un point de vue, on va y revenir à ce point de vue tout à l'heure, évidemment c'est le centre de ce dont je vais parler aujourd'hui, à travers un point de vue, à travers des chaînes de perception qui sont eux-mêmes socialement construits. Voilà. Donc vous voyez, c'est des constructions à n'en plus finir, quoi. Bon, voilà, qui rendent les choses particulièrement compliquées. Il le résume, ce propos, sous une formule lapidaire, mais bon, je crois qu'il est compréhensible à travers ce que je viens de dire. Il dit la science sociale est donc une construction sociale d'une construction sociale. Bon, voilà, hein, c'est une construction au carré, quoi, voilà, la science sociale, une construction sociale d'une construction sociale. En substance, donc, dans le cas des sciences sociales, on peut dire que l'analyste fait partie du monde qu'il cherche à objectiver, et la science qu'il produit n'est qu'une des forces qui s'affrontent dans ce monde. Il n'est pas tout seul, quoi, bon, à faire ça. Tout le monde le fait, on va dire. Comme la sociologie, c'est aussi comme M. Jourdain, comme la prose de M. Jourdain, quoi. Tout le monde en fait, évidemment, à sa manière, quoi. Bon, sans le savoir en général, mais enfin, c'est comme ça. Enfin, bon, voilà, tout le monde fait de la prose. Bien. Alors, je pense qu'on a là. Alors, j'ai commencé comme ça. Oui, il faut faire attention parce que ça va être trop long. Si j'ai dit ça, si j'ai commencé comme ça, donc je crois, c'est pour essayer de montrer pourquoi la réflexivité est une condition tout à fait essentielle de la scientificité. Au fond, il s'agit, je veux dire, à travers ce que je viens de dire, il va de soi que la science sociale a cette singularité d'être très facilement relativisable. Voilà, on peut la relativiser très très facilement, hein, en disant « Ah oui, mais attendez, ce que vous dites, c'est le produit des conditions sociales très très particulières, celles qui sont liées à l'hétéronomie, l'autonomie, etc., et les luttes qui traversent le champ. Elle est aussi relativisable parce que les procédures d'objectivation sont elles-mêmes très très problématiques à cause de cette science sociale, construction sociale d'une construction sociale. Deux raisons, hein, de faire que ce savoir à prétention scientifique des sciences sociales a beaucoup de peine à être une science comme une autre, justement, parce qu'il est particulièrement relativisable. Bon, relativisable, donc parce que les productions sont déterminées par les déterminations inconscientes qui sont inscrites dans le cerveau du savant, et aussi inscrites dans les conditions sociales à l'intérieur desquelles le chercheur produit. C'est-à-dire, vous voyez, c'est double relativité, c'est des chaînes de perception qu'il a dans sa tête, qui sont relatifs à sa position, et d'autre part, les conditions sociales dans lesquelles il opère ce travail, qui sont elles-mêmes un produit historique. Donc, bon, voilà, on peut l'historiciser, on peut aussi, le coup du programme fort, hein, appliqué aux sciences sociales, le programme américain, bon, qui peut conduire, bon, je pense à une mise en cause de l'idée même, hein, d'une scientificité des sciences sociales. Bon, alors, ce n'était pas le point de vue de Bourdieu, c'est pas le mien non plus. Je crois qu'on peut y tendre comme on peut, mais on peut y tendre, entre autres, justement, en tentant d'échapper à cette relativisation, c'est-à-dire en l'assumant comme telle. Voilà, c'est en l'assumant comme telle qu'on peut tenter de la dépasser. C'est-à-dire qu'il s'agit au fond d'objectiver donc le sujet de l'objectivation, moi qui travaille, et d'objectiver les déterminations sociales auxquelles sont exposés ceux qui font ce type de travail. Voilà. Donc double nécessité et double cible de la réflexivité. Alors, j'en viens à qu'est-ce que ça veut dire plus précisément réflexivité. Réflexivité, c'est rien d'autre, je crois, que le travail à travers lequel la science sociale, se prenant elle-même pour objet, se sert de ses propres armes pour se comprendre et se contrôler. Au fond, c'est utiliser donc les armes des sciences sociales contre elles-mêmes, mais aussi avec elles-mêmes. Voilà, c'est, vous voyez, retourner au fond l'arme symbolique que constituent les sciences sociales pour servir la cause des sciences sociales. Au fond, il s'agit de mettre en œuvre ce que Bourdieu appelait une conception réformiste de la réflexivité, c'est-à-dire qu'il s'agit de rien d'autre que chercher des instruments indispensables à une critique réflexive capable de lui assurer un degré supérieur de liberté à l'égard des contraintes et des nécessités qui pèsent sur elle comme sur toute activité humaine. Il s'agit en quelque sorte de contrôler à la fois le rapport subjectif à l'objet, ce rapport subjectif premier à l'objet dont je parlais tout à l'heure, celui qui oriente
les choix d'objets, qui oriente les choix de terrain, qui oriente les choix de méthode, etc. Donc, prendre conscience, finalement, de ce rapport initial à l'objet, aux fins de le contrôler, c'est-à-dire à la fois aussi maîtriser les conditions sociales de production de ce rapport, c'est comment ce rapport spécifique à l'objet est lui-même un produit social, historique, et maîtriser aussi en particulier, je pense que Bourdieu y a cité beaucoup et avec raison, maîtriser l'anthropologie sociale inconsciente qui se trouve engagée dans la pratique scientifique, ce qu'il appelle la condition scolastique, mais j'y reviendrai assez longuement tout à l'heure. Bien. Alors, comment faire? Au fond, il s'agit, pour essayer de réaliser ce programme, c'est-à-dire objectiver le sujet de l'objectivation. On peut le faire grâce à tous les instruments d'objectivation disponibles, tous ceux que la science sociale, tous ceux dont la science sociale dispose, pour tenter de réaliser cette opération d'enquête un peu particulière qui s'appelle objectiver le sujet de l'objectivation, faire enquêter sur soi-même, en l'occurrence, enquêter sur le sujet de l'objectivation. On peut utiliser la statistique, l'observation ethnographique, la recherche historique, etc. Voilà. L'idée étant de tenter, de la sorte, de mettre en suspens les présupposés liés à nos différentes affiliations, appartenance, implication, etc., et de la sorte de tenter de porter au jour les structures objectives et subjectives qui orientent notre pensée. Voilà, c'est au fond comment, pourquoi je fais ce que je fais plutôt qu'autre chose. Je peux essayer de le savoir en essayant de mettre au jour les structures subjectives de perception qui orientent mon regard, et je y arriverai d'autant mieux que j'essaye de mettre au jour les conditions objectives de production de ces structures subjectives. D'accord? Voilà. Au fond, pour le dire autrement, on peut dire qu'il s'agit de mettre au jour ce que Durkheim appelait l'inconscient social, pas celui de Freud, celui de Durkheim, qui ne me semble pas moins important, c'est-à-dire à la fois comprendre l'histoire collective qui a produit nos catégories de pensée, les taxonomies, par exemple, qu'on met en œuvre dans des codages, les catégories de la statistique d'État, enfin bref, toutes ces catégories de pensée impensées, justement, les catégories de l'entendement scolaire, etc., toutes ces catégories de pensée qui sont non perçues parce qu'elles vont de soi, parce qu'on ne pense même pas pouvoir les remettre en cause, parce qu'elles sont tellement évidentes qu'elles sont comme l'air qui soutient les oiseaux ou l'eau qui soutient les poissons. Bon, ça va de soi, on est comme ça dans ce monde-là, on nage dans ces catégories, on vit dans ces catégories qui sont, mais néanmoins, des catégories qui sont des produits historiques. Donc l'inconscient, c'est à la fois donc, cette histoire collective qui a produit ces catégories de pensée, et aussi l'histoire individuelle, oubliées ou refoulées, à travers laquelle elles nous ont été inculquées. Ces catégories de pensée, on les a reçues, on se les a appropriées, à travers une histoire qui est celle de chacun d'entre nous, et en particulier, une histoire individuelle, cette fois, qui est faite de façon tout à fait importante de notre rapport à chacun de nous au système d'enseignement. À mesure où le système d'enseignement joue un rôle tout à fait central dans l'inculcation de ces catégories. Donc, au fond, le programme réflexif qui résulte de cette intention, que j'essaie d'expliciter, tente de mettre au jour 3 ordres, je crois, de présupposés. 3 niveaux d'objectivation, si on veut, du travail d'objectivation, du sujet d'objectivation. D'abord, les présupposés qui sont associés à l'occupation d'une position dans l'espace social et à la trajectoire particulière qui a conduit à cette position. Chacun d'entre nous occupe une position X dans l'espace social. Il l'occupe au bout d'une trajectoire qui, se prolonge bien sûr toujours au-delà, mais enfin voilà, pour l'instant il en est là. Donc voilà, premier point, donc il faut tenter d'identifier la position qu'on occupe dans l'espace social, ce qui veut dire d'ailleurs au passage avoir une carte. Pour pouvoir identifier sa position, c'est important d'avoir une carte. Donc il faut d'abord objectiver la position dans l'espace social global du sujet de l'objectivation, sa position d'origine, sa trajectoire, son appartenance et ses différentes adhésions, en quelque sorte, ses différentes inclusions sociales, politiques, religieuses, etc., tout ce qu'on voudra bien, pour comprendre la sorte de présupposé qui est associé à cette position particulière que chacun d'entre nous occupe dans l'espace social. Deuxième ordre de présupposés, ceux qui sont constitutifs de la doxa propre à chacun des différents champs
religieux, artistiques, philosophiques, politiques, savants, sociologiques, etc., et plus précisément ceux que chaque chercheur particulier doit à sa position dans un champ. Bon, c'est-à-dire qu'on occupe une position dans l'espace social, mais bon, chacun de nous occupe aussi une position dans l'univers, quand on est un chercheur en sciences sociales, dans l'univers sociologique. En France, bon, voilà, moi j'occupe la position que vous décriviez tout à l'heure, qui est voilà, une position de chercheur finissant dans l'ancien labo de Pierre Bourdieu. Ça vous situe dans le champ de la sociologie, c'est une position relativement identifiable, et évidemment, à cette position sont associés des chaînes de perception, des intérêts spécifiques, etc., à défendre, qui sont liés à cette position dans le champ. Il faut donc objectiver la position occupée dans le champ des spécialistes, et d'ailleurs aussi la position de ce champ lui-même dans l'ensemble du champ des sciences sociales. Là, vous voyez, c'est situer la sociologie par rapport à voilà, cette espèce de grand ensemble qu'est le champ des sciences sociales ou le champ intellectuel de façon plus vaste. Voilà, situer par exemple la sociologie par rapport à la philosophie, par exemple, c'est voilà, un truc qui reste tout à fait essentiel, mais aussi par rapport à l'histoire, à l'ethnologie, etc. Bon, voilà. Donc objectiver sa position dans le champ, mais aussi le champ par rapport à d'autres champs. Bon, voilà. Et en particulier tenter de prendre la mesure de l'inconscient académique lié à chacune, à cette position et à la discipline et à la position de la discipline dans le champ des sciences sociales. Voilà. Bon. Enfin, troisième ordre de présupposer qu'il s'agit de mettre au jour, ceux qui sont constitutifs de la doxa génériquement associée à la scolée, ce que Bourdieu appelle la scolée, c'est-à-dire c'est le loisir studieux, qui est la condition des intellectuels de façon très générale, une espèce de façon d'être retiré du monde pour le penser, voilà, et d'avoir rien d'autre à foutre que ça, quoi. Bon, ce qui est une situation très, très particulière sur l'école, quoi, mais il y a des gens qui passent leur vie à l'école, moi vous, j'imagine, enfin beaucoup d'entre vous, passez votre vie à l'école, donc cette situation de scolée, de loisir studieux, où on vous paye pour regarder le monde, en quelque sorte, qui est la condition, condition scolée, qui est la condition de l'existence de tous les champs savants. Donc il faut objectiver tout ce qui est lié aussi, Bourdieu insiste beaucoup là-dessus, et je pense qu'à juste raison, j'essaie de vous montrer tout à l'heure pourquoi, à l'appartenance à l'univers scolastique, en portant une attention particulière, par exemple, à l'illusion de l'absence d'illusion, à l'illusion du point de vue absolu, désintéressés, etc., bon, voilà, qui caractérise très fortement la plupart de ces univers intellectuels. Voilà. Alors, c'est ce programme, voilà, au fond qu'il s'agit, quoi, ce programme réflexif, bon, ce programme d'objectivation du sujet de l'objectivation, au fond, il comporte donc trois volets, au fond. Objectiver les effets propres d'une trajectoire, la sienne, objectiver les effets de l'appartenance au champ sociologique, et enfin objectiver les effets de ce qu'on peut appeler l'appartenance à la scolée, c'est-à-dire les effets de l'ethnocentrisme scolastique. Donc voilà, c'est ces trois points que je vais essayer de développer en consacrant... ouais, bon, j'espère pas trop de temps, parce que voilà. Bon, je vais être plus court au début, peut-être que plus sur la suite, parce que la suite me semble importante et peut-être plus méconnue et plus difficile aussi. Donc, objectiver les effets d'une trajectoire. Alors, Fabien évoquait tout à l'heure les tentatives que Bourdieu a faites dans ce sens, sur lui-même, bon, de façon explicite. Je crois qu'il l'a fait sans doute tout au long de sa vie. On trouve en fait au moins trois textes, en tout cas où il revient sur cette tentative d'auto-socio-analyse en ce qui le concerne, dans un post-scriptum des méditations pascaliennes qui s'appelle Confession impersonnelle, page 44-53 des méditations pascaliennes. On le retrouve développé et cité dans Sciences de la science et réflexivité, dont je vous parlais tout à l'heure. À la fin, il y a la partie finale qui s'appelle Esquisse pour une auto-analyse, c'est édition Raison d'agir 2001, page 184-220. Et enfin, dans ce livre publié post-mortem, Esquisse pour une auto-analyse, où il reprend de façon un peu développée ce qu'il avait déjà raconté dans ces deux textes. Bien. Alors, Bourdieu n'est pas tout seul à avoir fait ça, effectivement, vous citiez des exemples. Je pense par exemple à des essais anciens qu'avait fait Florence Weber, que je trouve particulièrement intéressant, bon, à deux reprises dans son bouquin
de travail à côté, et puis ensuite dans un entretien avec Gérard Noiriel dans Genèse, bon, elle revenait sur, tentait d'objectiver son rapport à l'objet, bon, son rapport très particulier à son objet d'enquête. On le trouve aussi dans Gérard Noiriel, voilà, a publié aussi un essai d'auto-analyse que je trouve intéressant, voilà, qui sont tout à fait exemplaires. Stéphane Beau, il n'y a pas longtemps, en a publié un aussi. Puis c'est un genre, une espèce de genre, si je peux dire, hein, un genre de travail en tout cas, qu'on trouve de plus en plus fréquemment dans des habilitations à diriger des recherches. Il y en a d'assez réussis. Hein. Je pense à celui qu'a fait récemment Jean-Noël Rothière, Nicolas Renaï, Gilles Moreau, etc. Bon, on voit des essais, je trouve assez réussis, d'auto-socio-analyse qui sont particulièrement intéressants. Bon, je vais parler des miens, je m'y suis essayé donc, comme d'autres. Je pense aussi, pour réfléchir à comment on peut faire ce type-là de travail, je pense aussi à des travaux sociologiques sur des sociologues. Bon, je pense par exemple à ce qu'avait fait Michael Pollack sur Lazarsfeld. C'était deux essais très, 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 très intéressants, hein, de biographie savante, de biographie sociologique, qui permet de comprendre le travail sociologique de Lazarsfeld. Comment voilà, Lazarsfeld passe d'une enquête comme Les chômeurs de Marienthal à ce qu'il a fait ensuite aux États-Unis, à Columbia. Bon, voilà, je pense qu'il y a une façon de comprendre sociologiquement Lazarsfeld que je trouve particulièrement réussie. Ou sur Goffman, par exemple, je pense aux essais qu'avait publié Luc Boltanski il y a longtemps, et à celui qu'a publié plus tard Yves Ouinquin, qui me semble très intéressant pour comprendre le genre de sociologie qu'a pu faire Goffman. Hein. C'est très, très intéressant de rapporter le genre de sociologie qu'a fait Goffman à la trajectoire sociale et professionnelle qui est celle de Goffman. Bon, voilà, c'est des indications bibliographiques. Je vais essayer d'indiquer, bon, en me calant d'ailleurs, en l'occurrence sur Bourdieu, comment est-ce qu'on peut faire comment est-ce qu'on peut faire cette opération sur soi-même, quoi, alors, avec l'idée de vous y inviter, chacun d'entre vous. Essayez donc, vous verrez, c'est intéressant. Bon, on apprend des tas de choses. Et puis, je crois que c'est très utile pour le travail qu'on fait, pour la raison que j'essaie de vous dire, en essayant de suivre ce qu'a fait Bourdieu. Voilà. Donc, première question. À quoi sert? Bon, à quoi ça sert? Voilà, on va répondre à une question simple. À quoi ça sert l'autosocio-analyse? Au fond, ça sert tout simplement à objectiver son point de vue, hein, en sachant objectiver son point de vue, ou prendre au sérieux le point de vue, quoi, hein, c'est le point d'où la vue est prise, quoi. Bon, voilà, il faut savoir le point, pour comprendre la vue, il faut savoir le point de vue. Voilà, c'est là d'où on voit les choses. Quoi. Bon, c'est assez simple, quoi. Cette métaphore géographique très utile, je crois, elle aide bien à comprendre ce dont il s'agit. Donc, il s'agit objectiver son point de vue, c'est-à-dire le point d'où la vue est prise, ça conduit à porter au jour ce que la vue doit au point de vue. Voilà, c'est simple. Voilà. Bon, montrer ce que la vue doit au point de vue. Bon, ce qui veut dire, en l'occurrence, si on quitte la métaphore géographique, objectiver à la fois la position dans l'espace social, où suis-je aujourd'hui, moi qui regarde, la position dans le champ, la position dans l'univers scolastique, ce que je disais à l'instant. Bien. Donc, au fond, il s'agit d'ailleurs de la sorte de rompre aussi avec l'illusion d'un point de vue absolu, hein, de croire qu'on a comme ça, on accède comme ça au point de vue de la science, quoi, comme ça, d'emblée. Bah non, ça ne va pas de soi, parce que voilà, chacun d'entre nous fait ce qu'il peut là où il est, bon, depuis un point de vue, et pour accéder au point de vue de la science, c'est justement, bon, une des façons peut-être d'y arriver, c'est de relativiser son propre point de vue. Relativiser son propre point de vue, ça veut dire donc rompre avec l'illusion du pouvoir absolu, hein, et au fond, s'efforcer, en objectivant son point de vue, de contribuer à la construction de ce point de vue sans point de vue, qui est justement le point de vue de la science, au fond. Hein. Grosso modo, ce qu'il s'agit de faire, c'est cette espèce de truc, une espèce d'exercice d'équilibriste, mais bon, qui me semble tout à fait important, c'est d'accéder à ce point de vue plus difficilement relativisable, qu'est un point de vue relativisé, quoi, au fond. Voilà. Si vous relativisez votre point de vue, c'est une façon, hein, de pouvoir tenter d'accéder à ce point de vue d'où l'on voit tous les points de vue. Alors continuons, quoi. C'est au fond, si je prends conscience que mon point de vue est un point de vue, c'est un point de vue parmi d'autres points de vue. Donc une des spécificités justement du
sociologue professionnel, c'est de savoir ça, et donc de la sorte de tenter de reconstituer l'espace des points de vue possibles. C'est-à-dire en sachant que son point de vue n'est rien d'autre qu'un point de vue, il s'agit de le situer relationnellement par rapport à l'ensemble d'autres points de vue liés à d'autres points, justement. Donc construisant l'espace des points de vue possibles, c'est une façon, au fond, d'accéder à ce que Leibniz appelait le géométral de tous les points de vue, c'est le point de vue de Dieu en l'occurrence, mais qui est aussi le point de vue de la science, c'est son Dieu là où il est, mais bon, occupons-nous de la science, c'est au fond rien d'autre que prendre conscience de son point de vue, c'est par là même penser relationnellement l'ensemble des points de vue, et voyant tous les points de vue, on ne peut voir ce point, le point d'où l'on peut voir tous les points de vue, c'est rien d'autre que ce point de vue, son point de vue, qui est le point de vue de la science, auquel finalement il s'agit tendanciellement d'accéder. C'est une façon, je dis pas qu'on y arrive, hein, je dis qu'on peut essayer. Voilà, alors donc on essaye. Voilà, si c'est faisable, donc si on peut essayer, si on sait faire, comment faire pour essayer, alors on essaye. Voilà. Alors comment faire justement? Comment faire? Je crois que l'exercice n'a pas grand-chose à voir avec la complaisance narcissique de la réflexion du penseur sur lui-même, voilà, qui va tenter de livrer ce qu'il croit avoir de plus personnel, etc. Bon, c'est pas du tout ça, quoi. Bon, je pense que l'objectivation du sujet d'objectivation, c'est rien d'autre que justement tenter de mettre à jour ce qu'il y a de plus impersonnel en chacun de nous, et qui justement est peut-être ce qui est le plus étranger, je crois, le moins évident. Alors, concrètement, ça veut dire utiliser les outils ordinaires de l'objectivation sociologique. Je pense que la meilleure façon de le faire très concrètement, c'est de s'administrer à soi-même le talon d'un questionnaire INSEE, quoi. C'est très très bien, quoi. Bon, voilà, vous répondez aux questions, profession du père, diplôme le plus élevé, là, etc. Comme ça, quoi, du grand-père, là, etc. Vous remplissez tout ça, quoi. Bon, je pense que c'est sans doute la façon la plus radicale, hein, de pénétrer l'inconscient social de chacun d'entre nous, quoi. C'est une façon très, très brutale, on peut dire très objectivante, mais sous sa forme la plus radicale, celle du questionnaire et des questions fermées, quoi. Je pense que c'est très très bien de s'administrer à soi-même ce genre de truc. Bon, donc utiliser les outils ordinaires de l'objectivation sociologique, et de la sorte faire ce que Bourdieu appelle objectiver le moins impersonnel, que les confessions les plus personnelles passent sous silence ou qu'elles refusent pour son impersonnalité même. Alors, je pense que c'est très vrai, ça, je vous le cite parce que je crois que c'est très vrai. Je pense qu'il faut faire l'expérience de ça, c'est justement découvrir que le plus inconscient en chacun de nous n'est pas ce qu'on croit, quoi. Bon, voilà, ça je crois vraiment. Bon, si on a découvert à faire sur soi-même, je pense que c'est une façon assez radicale d'en faire, de façon assez brutale. Bon, je pense que c'est très très intéressant que de le faire en découvrant justement un espèce de moi interchangeable, au sens où le moi qu'on découvre en faisant ça, c'est un moi qui est celui de tous ceux qui partagent les mêmes conditions, quoi. Bon, voilà, c'est simple, quoi. C'est au fond découvrir ce qu'on a de très très banal, qui est le propre de tous ceux qui ont été produits dans les mêmes conditions, quoi. Bon, je pense que c'est une expérience intellectuelle très importante à faire pour un intellectuel, ça je crois vraiment. Bon, c'est une espèce de démystification que je crois très très utile. Bon, et donc, au fond, l'exercice donc poussé à bout, c'est donc un exercice d'objectivation assez brutal et qui conduit, tout ça dans le but de s'appliquer à soi-même la loi très très générale de la correspondance entre la position et les prises de position. Objectiver sa position, c'est aussi comprendre ses prises de position. Voilà, tout simplement, avec la loi générale qu'on s'applique à soi-même de ces prises de position. Est-ce que mes prises de position n'ont pas quelque chose à voir avec ma position? Bon, c'est la trajectoire qui est belle. Voilà. Bon. Voilà. Alors, en particulier, bon, dans cette démarche, je pense qu'il est tout à fait important d'identifier sa position dans le champ. Ce que je disais tout à l'heure, c'est comment on a accédé, en quelque sorte, à la sociologie ou au sens social. Hein. Bon, alors, pour pouvoir savoir où on se situe, non seulement dans l'espace social, ce que je viens d'évoquer très rapidement, mais aussi plus spécifiquement dans le champ de la sociologie, bon, comment faire? Au fond, je crois qu'il est important de comprendre le champ donc, dans lequel on se situe, avec lequel et contre lequel on s'est fait, quoi. C'est-à-dire qu'au fond, la position qu'on occupe dans le champ, elle est très importante pour savoir à la fois comment on est devenu ce qu'on est, quel genre de sociologue on est devenu en occupant cette position, mais aussi comment on s'est fait cette position, ou
ces chaînes de perception contre d'autres positions dans cet espace dans lequel on a pris position. Bon, voilà. Donc, je crois ce qu'il s'agit de faire, je crois, c'est tenter de reconstituer à chaque instant quel était à la fois l'espace des positions du champ telles qu'elles étaient appréhendées à partir d'un certain point de vue socialement constitué qui était le sien à chaque instant et qui change bien sûr. Hein. C'est-à-dire qu'au fond ce qu'on perçoit c'est pas le champ, hein. C'est ce qu'on perçoit du champ depuis la position qu'on occupe et avec les ressources qu'on a. Quoi. Bon, donc on voit un certain champ de possibles, bon, qui est ce qu'on en voit, hein. Et cette perception, cet espace des possibles étant lié à la fois à l'espace des possibles au réel, mais pas seulement. C'est-à-dire que c'est ce qu'on voit de l'espace des possibles au réel, ce qu'on peut percevoir depuis la position qu'on occupe. Donc, au fond, c'est un état, cet espace des possibles, il est au fond l'espace des possibles perçus dans le champ à partir d'un état de l'habitus, hein, et des capitaux dont chacun dispose. C'est-à-dire c'est une perception du champ, et en partie cette perception du champ orientée par un des schèmes essentiel du fonctionnement d'habitus, qui est pour moi, pas pour moi, quoi. Bon, accessible, pas accessible, voilà, plausible, pas plausible, hein, qui est sans doute un élément tout à fait déterminant. Donc je crois voilà, une des choses qui me semble très importante, c'est donc de reconstituer, au fond, voilà, à chaque instant, hein, tenter de reconstituer à chaque instant quel était l'espace des possibles pour soi. Ce que j'avais un peu essayé avec Claude voilà, de répondre au début de ma carrière de sociologue. Bon, voilà, c'était ce que je voyais de ce monde, ce qui me semblait intéressant, bon, vu dans ce monde. Alors c'est à la fois ce que je voyais, donc aussi ce que je ne voyais pas, bon, et aussi un système sans doute très très important, qui est un système d'élection intellectuelle qui se traduit sous forme, enfin, comment dire, qui conduit à déterminer cet espace des possibles dont je parle à l'instant, à travers ce qu'on peut appeler des attractions ou des répulsions, hein, celui-là il me semble sympa, celui-là pas du tout, bon, il me semble franchement antipathique, non c'est pas pour moi, voilà, c'est pour moi dont je parlais tout à l'heure, et qui a à voir évidemment avec à la fois la visibilité évidemment des personnages, ils sont inégalement visibles, quoi, bon, je sais pas, hein, Boudon ça se voit de Genève, quoi, bon, mais voilà, il y en a on les voit pas, il faut être plus près pour les voir, bon, voilà, donc il y a un problème de visibilité, mais il y a aussi un problème de, bon voilà, c'est possible, pas possible, hein, impossible, pas possible, qui au fond traduit en langage scientifique, l'affinité des habitus, quoi, au fond, tout simplement. Hein, c'est des affinités d'habitus. On dit non, ça c'est pour moi, ça c'est pas pour moi, voilà, parce que je le trouve sympa ou antipathique. Alors je pense que c'est très important, quoi. Bon, c'est-à-dire que cet espace des possibles, hein, quand je parlais de position occupée dans l'espace de la sociologie dans l'espace des sciences sociales, etc., je pense que, bon, en fait, c'est l'espace vu d'un point, c'est-à-dire vu d'un habitus, quoi. Hein, c'est vu d'un habitus, c'est-à-dire tel qu'il se construit. Alors, à la fois tel qu'il existe objectivement, hein, c'est, par exemple, pour la sociologie, des divisions classiques comme la division en spécialité, l'espace Bervu, qui se voit, en tout cas, bon, les classements politiques qui viennent toujours redoubler les classements savants pour la raison que je disais tout à l'heure. La sociologie est politique, elle est toujours, donc on sait, Bourdieu est gauche, Boudon est de droite, quoi. Bon, voilà, dès qu'on est mis un pas dans ce monde, on sait ça très vite quand même. Bon, voilà, en tout cas, on apprend assez vite ce genre de choses. Et on apprend parce que c'est essentiel, je crois, par rapport justement au sens de l'orientation que chacun a intériorisé au fil d'une trajectoire. Alors, je viens d'ailleurs à ce nouveau point, identifier donc sa position d'accès au champ, ensuite caractériser un habitus. Alors je pense que c'est important, bon, je suis l'ordre que Bourdieu adopte dans son travail. Caractériser un habitus, au fond, c'est donc comment faire ça? Bon, c'est tenter de reconstituer la sociogénèse des dispositions constitutives d'un habitus qui se cristallisent en quelque sorte quand on a finalement acquis une position relativement stabilisée dans le monde social, c'est-à-dire qui convoque, qui oblige en quelque sorte à un ajustement des dispositions à une position. On pourrait dire, voilà, c'est ça être vieux, on pourrait dire vieillissement social, c'est avoir des dispositions qui ne bougent plus beaucoup parce qu'elles sont ajustées à une position qui ne bougera plus beaucoup, quoi. Voilà. Les jeux sont faits, donc vous avez un habitus relativement stabilisé. Quand vous êtes arrivé à position, en quelque sorte, on ne change pas, mais enfin bon, voilà, il y a des moments où on peut encore en changer, d'autres on change beaucoup moins, je crois. Voilà. Alors, dans le cas de Bourdieu, bon, on va prendre un exemple là pour comprendre qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire. Bon, on peut caractériser la trajectoire de Bourdieu, très schématiquement, comme quelqu'un qui a
a effectué un déplacement de grande ampleur dans l'espace social. Voilà, il s'est beaucoup déplacé. Vous savez, c'était un fils de petit paysan béarnais, voilà, qui est devenu un normalien, fait agrégé de philo, professeur au Collège de France. Bon, voilà, il fait un grand déplacement dans l'espace social. Et il associait, je crois, de façon compréhensible, assez cohérente, à ce grand déplacement, ce qu'il appelait un habitus clivé. Un habitus clivé, c'est-à-dire quelqu'un qui avait intériorisé des dispositions, dispositions anciennes dans cet univers paysan, machin, etc., et qui se retrouvait dans un monde intellectuel où il avait intériorisé les dispositions propres à un intellectuel occupant la position qui était la sienne. Et au fond, sans qu'il y ait de possibilité de conciliation, en quelque sorte, en tout cas facile, entre ces deux manières d'être, en quelque sorte. Et donc qui vivait quelque chose comme un habitus clivé, c'est-à-dire des dispositions liées au petit Bourdieu d'autrefois et au vieux Bourdieu d'aujourd'hui. Bon, voilà, et de cet habitus clivé, il déduisait qu'au fond, ce qui était important pour comprendre, en tout cas le genre d'intérêt ou d'aversion qui avait pu être les siennes dans le champ intellectuel, il disait, bon, alors, de façon générale, une formule assez jolie, il disait, voilà, produit d'une conciliation des contraires, à propos de son habitus clivé, il décrit comme le produit d'une conciliation des contraires qui incline peut-être à réconcilier les contraires. Voilà, hein. Une espèce de truc tendu, en fait, hein, entre deux univers qui essayent finalement de reconstituer l'unité d'un moi problématique en tentant de réconcilier, vaille que vaille, ces contraires. Bon, je pense que c'est intéressant. Parce qu'au fond, je crois que c'est très caractéristique de chaînes d'attitudes ou de comportements ou de dispositions mentales de Bourdieu, qui se voit par exemple en politique. En politique où il est à la fois contre une forme d'aristocratisme de grands intellectuels, il détestait ça, on ne supportait pas, hein, le genre théoricien de haut vol qui prend des points de vue définitifs sur le monde social, bon, voilà, de très haut et de très loin, et contre aussi une forme de populisme. Bon, il était aussi agacé par l'un que par l'autre. Je pense que ça, c'est vraiment de l'ordre de l'habitus. Bon, le populisme, c'est ce que Tchekhov disait ça très bien. Il disait, j'ai du sang paysan dans les veines, on ne me fait pas le coup des vertus paysannes. Bon, voilà, je pense que voilà, Bourdieu, il est ça, quoi. Bon, c'est un aspect du bonhomme qui est tout à fait important pour comprendre voilà, cette forme d'aversion qui est liée à une histoire, hein, d'aversion par rapport à des attitudes bon, qu'il ne supportait pas. Quoi. Bon, de la même façon qu'il ne supportait pas le style grand intellectuel, là où il y était, lui aussi, mais bon, il a toujours été comme un étranger peut y être. C'est quoi ces gens, c'est quoi leur manière d'être, il est bon, toujours comme quelqu'un qui est étranger au fond à ce monde parce qu'il n'y est pas né, quoi, en quelque sorte. Hein. C'est un poisson rouge qui s'est acclimaté petit à petit au bocal, mais bon, voilà, il n'est pas natif du bocal, donc il a toujours une espèce de distance par rapport à des manières d'être propres aux grands intellectuels. Bon. Alors, je pense que cette espèce de clivage, on le retrouve aussi dans sa façon, je crois, de penser de façon très, très générale. Si on pense, par exemple, comment... comme méthodologie, comme manière de faire de la sociologie, à la fois comment il était très agacé par un certain type d'exhibition théoriciste, et aussi agacé par la fausse rigueur positiviste du statisticien qui vous ramène son questionnaire à City2. Bon, voilà, c'était deux trucs qui l'énervaient toujours. Voilà, c'est les deux pôles, par rapport aux deux pôles opposés. Voilà. Bon, et il cherchait toujours une façon de faire les deux, quoi, justement, hein, de faire les deux, ce qui veut dire rompre avec les deux, hein, mais en faisant les deux. Bon, c'est ça, vous voyez, c'est produit des contraires qui tentent de réconcilier les contraires. Bon. Ou, par exemple, par rapport à sa sociologie de la pratique, je pense, par exemple, que les deux pôles opposés de objectivisme-subjectivisme, bon, qu'est-ce que fait Bourdieu? Là encore, voilà, c'est rompre avec l'objectivisme, rompre avec le subjectivisme et inventer autre chose. Voilà, le sens pratique, la théorie de la pratique telle qu'il la conçoit, elle est le produit d'une même démarche, toujours, au fond, qui me semble assez... voilà, dont il me semble que la clé qu'il livre lui-même est assez éclairante, je crois, quant à une manière de faire, quoi, une manière d'être de façon très générale. Alors je vous cite ça, pas pour faire l'apologie de Bourdieu, mais pour vous essayer de vous indiquer comment et à quoi ça peut être utile. Vous voyez, c'est-à-dire tenter de mettre au jour des schèmes structurants d'un habitus, en quoi ça permet, ou ça peut permettre de rendre compte de ce qu'on fait, donc aussi de ce qu'on ne fait pas, bon, voilà, ou de ce genre de choses qu'on peut tenter de faire plutôt qu'aux d'autres. Voilà. Donc, voilà, c'est toujours la même idée, hein, de l'intérêt de la réflexivité, c'est-à-dire de l'objectivation du sujet, de l'objectivation. Cinquième point, à propos toujours dans ce cadre, c'est, je crois qu'il faut s'interroger aussi sur les effets propres de la pratique de la recherche, sur la manière de faire de la recherche. Je pense que c'est important, c'est comment la pratique de la recherche conduit elle-même
a changé sa manière de faire de la recherche. Alors, toujours l'exemple de Bourdieu, bon, je pense que c'est intéressant de voir comment il commence sa carrière de sociologue par 2 enquêtes parallèles, en Kabylie et au Béarn, et dont il décrit cette double enquête qu'il menait parallèlement au début de sa carrière comme un opérateur d'une véritable conversion. C'est-à-dire comment ça l'a amené à prendre une vision du monde social, dit-il, à la fois plus distancée et réaliste. Bon, alors je pense que ça me semble très important, ça. Bon, il me semble que, pour Bourdieu, comme pour tout le monde, comme pour beaucoup de gens, c'est en tout cas mon expérience de vieux prof qui me le fait dire, la plupart des choix d'objets initiaux sont autobiographiques. Voilà, une façon de plus ou moins diviser, mais très très souvent sont autobiographiques. C'est-à-dire qu'au fond, chacun fait s'objectif lui-même, mais souvent sans le savoir. Mais bon, mieux vaut le savoir, voilà, je dirais rien d'autre que ça, c'est mieux vaut le savoir. Bon, quand Bourdieu travaille sur les paysans kabyles, il ne savait peut-être pas pourquoi au début il travaillait sur les paysans kabyles, mais il a fini par comprendre qu'il avait des raisons très particulières de s'intéresser aux paysans kabyles, parce qu'au fond, ce qui l'intéressait dans le paysan kabyle, c'était le paysan béarnais d'où il venait, quoi. Bon, voilà, je pense que lui aussi n'a pas échappé à l'objet autobiographique et finalement à une réflexion sur soi-même à travers ce type d'enquête. Et il dit, de façon très émouvante, je trouve, dans Esquisse d'une auto-analyse, il raconte ses enquêtes, il dit comment à travers ces enquêtes, c'est toute une partie de moi-même qui m'est rendue. Celle-là même par laquelle je tenais à eux, les paysans béarnais, et qui m'éloignait d'eux, parce que je ne pouvais la nier en moi qu'en les reniant. Devenir un intellectuel et cesser un paysan béarnais, je ne pouvais... la nier en moi, cette partie ancienne, parce que quand même au Collège de France ça ne se fait pas, qu'en les reniant, c'est-à-dire qu'en les oubliant, dans la honte d'eux et de moi-même. Voilà. Donc, comment, il montre aussi comment finalement le travail sociologique, en tout cas ce type-là de travail sociologique, implique un espèce de retour aux origines qui s'accompagne d'un retour contrôlé du refoulé en quelque sorte. Voilà, je pense que c'est aussi quelque chose comme ça qui se perd dans l'objectivation du travail sociologique lui-même et qui participe, je crois, de l'acquisition de quelque chose comme un habitus sociologique. Voilà. Alors peut-être un mot encore pour conclure là-dessus, sur un des dangers, je crois, de l'auto-socio-analyse. Je vous ai invité à un truc assez brutal, quand je vous disais, prenez le talon d'un questionnaire INSEE, administrez-le vous, puis on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut en déduire comme si c'était un autre, par rapport aux prises de position. Je pense qu'il faut peut-être nuancer ça en disant que cette espèce de vision objectiviste de soi-même, elle tombe initialement dans justement les pièges de l'objectivisme. C'est-à-dire qu'elle porte très souvent à avoir une espèce de vision cynique de soi-même, et trop cynique de soi-même, parce que là pour le coup on en fait trop, je dis ça parce que je l'ai fait sur moi-même, comme je suis du genre à me rudoyer plutôt que le contraire. Je pense que c'est, pour le coup, c'est durcir, je crois, en adoptant les travers même de l'objectivisme. Donc, c'est faire gaffe que les stratégies objectives ne sont pas forcément des stratégies subjectives. Les stratégies objectives, par exemple, qui peuvent mettre en avant, qui peuvent mettre en évidence comment, au fond, on a fait ce qui était sans doute le plus adéquat par rapport à une carrière, ne signifie pas forcément que celui qui l'a fait était carriériste. Je pense que c'est souvent faux. C'est souvent faux. Donc voilà, parmi d'autres dangers, il y en a un sans doute qui est sans doute lié à la brutalité nécessaire de l'objectivisme. Alors deuxième point. Objectiver sa trajectoire, donc voilà comment, en grosso modo, on peut tenter de faire. Deuxième point, donc deuxième volet, objectiver les effets de l'appartenance au champ de la sociologie. C'est long, Oui, non, on a le temps. On a le temps. C'est passionnant, il faut continuer. Alors, objectiver les effets de l'appartenance au champ de la sociologie. Donc, au fond, l'appartenance à un champ particulier, celui de la sociologie, a pour effet l'intériorisation d'un habitus spécifique à ce champ, un habitus sociologique en l'occurrence, qui a à voir avec ce que Bourdieu appelle le sens du jeu, c'est-à-dire devenir un sociologue, c'est comprendre le jeu de la sociologie, intérioriser le jeu de la sociologie, et participer à ce qu'il appelle aussi l'illusio spécifique au champ, c'est-à-dire la croyance fondamentale dans l'intérêt du jeu
et la valeur des enjeux qui est liée à cette appartenance au champ, quoi. Bon, voilà, c'est pour devenir un sociologue, il faut acquérir le sens du jeu propre à la sociologie et surtout l'intérêt du jeu. Bon, il faut être pris dans le jeu, quoi. Il faut être pris au jeu et trouver que c'est intéressant, que ça vaut la peine, quoi. Bon, voilà, ce qui ne va pas forcément de soi. Il suffit d'être extérieur, d'ailleurs, au champ pour comprendre que bon, voilà, quoi, ça ne va pas de soi. Je veux dire, il suffit de regarder les jeux des autres, quoi. Un jeu qui vous est totalement étranger, moi, je ne sais pas, soit des boxeurs sur un ring, quoi. Bon, voilà. Vu d'un point de vue d'un intello moyen, il se dit mais pourquoi ils se foutent sur la gueule, ils se font très mal, machin, etc. Il ne comprend pas. Bon, voilà, c'est quoi ce jeu bizarre auquel il joue corps et âme, quoi. Bon, sans voir que lui-même joue corps et âme à un jeu symbolique du même type, mais voilà, bon, qu'il a incorporé, et donc il vit comme allant de soi, parce que c'est le sien, voilà, parce que c'est celui auquel il joue, qui n'est pas celui du jeu d'à côté. Donc voilà, c'est au fond prendre au sérieux. Intérioriser l'habitude spécifique d'un champ, c'est prendre au sérieux les enjeux liés à la logique du jeu. Voilà. Bon, ce qui suppose, pour tout un chacun, une conversion plus ou moins radicale de son habitus originaire, en quelque sorte son habitus d'origine, son prime habitus, c'est pas une disposition, en un habitus sociologique. Bon, qui est une intériorisation, donc, qui comporte une intériorisation plus ou moins réussie de la doxa disciplinaire, c'est-à-dire au fond l'appropriation d'un héritage scientifique collectif de problèmes, de concepts, de méthodes, de techniques, etc. Au fond, appartenir à un champ, ça veut dire aussi ça veut dire voilà, s'approprier, en quelque sorte, l'héritage. Bon, alors, la réflexivité, en quoi ça consiste? Là encore, sous ce rapport, la réflexivité sociologique, ça va consister à essayer de comprendre les parties théoriques, méthodologiques les plus fondamentaux qu'on engage dans sa pratique, comprendre l'adhésion tacite à des thèses anthropologiques essentielles qui sont rarement énoncées et qui fondent les grands choix théoriques et méthodologiques, comme par exemple une philosophie de l'action, quoi, par exemple. Je pense que c'est tout à fait important, quoi, de comprendre que voilà, bon, ça comporte aussi des choses comme ça. Ça comporte, ce que je disais tout à l'heure, des sympathies et des antipathies épistémologiques par rapport à des auteurs, par rapport à des modes de pensée, par rapport à des formes d'expression, des manières d'être, des manières de faire, des manières de penser, etc. Bon, voilà. Donc c'est tenter de mettre au jour tout ça, quoi, bon, qui est forcément lié à l'appartenance au champ de façon générale, mais qui peut être spécifiée suivant la position qu'on occupe dans le champ. D'où le fait que, du point de vue de la réflexivité sociologique, l'histoire sociale des sciences sociales est évidemment un outil tout à fait essentiel, un instrument privilégié de la réflexivité critique. Voilà. Donc, au fond, en matière de sciences sociales, il faut comprendre qu'une démarche réflexive, qui consiste à prendre pour objet son propre fonctionnement, n'implique pas nécessairement le relativisme. C'est au contraire, quoi. Bon, il s'agit d'en prenant conscience des limites liées à le caractère social de la position qu'on occupe et du champ qui est lui-même un état qui correspond à son histoire. Le relativisme permet de dépasser le relativisme. Au fond, c'est un peu ça. C'est l'idée de la relativisation permet de dépasser le relativisme et, au fond, de construire les principes de quelque chose comme une espèce de réelle politique scientifique qui vise à assurer le progrès de la raison scientifique. Au fond, l'idée, c'est ça. Vous voyez, c'est au fond cette relativisation telle que Bourdieu la concevait, c'est pas tant celle des postmodernes, qui consiste à relativiser l'idée même d'une science, des sciences sociales, l'idée même d'une scientificité possible des sciences sociales, mais au contraire de se servir des outils de la raison scientifique pour tenter de conforter cette raison scientifique. Au fond, voilà, c'est exactement la démarche, qui est pour partie commune et pour partie inversée. Bon, voilà. Alors, je pense que voilà. Là, on rejoint ce que je disais tout à l'heure. Bon, je pense que pour comprendre de façon un peu générale les effets de l'appartenance au champ de la sociologie, évidemment, la difficulté est que ce champ de la sociologie est justement historisable, quoi. C'est-à-dire qu'il change au fil du temps. C'est-à-dire, voilà, par exemple, si je pense à moi, voilà, tel qu'il n'est évidemment plus celui qu'il était quand je suis arrivé, quoi. Bon, où il commençait d'ailleurs, il commençait tout juste à renaître, quoi. Bon, il était encore dans l'état où moi j'ai commencé, d'ailleurs, je me souviens, je vais raconter ma vie là un tout petit peu, voilà, en 82 rue Cardinet, au centre d'études sociologiques, qui était, bon, voilà, cette espèce de truc qui était en train de mourir. Alors je suis arrivé quand il était en train de finir, parce que c'était la dernière année, tout le monde
foutait le camp, quoi. Bon, enfin, pas encore, il était encore là, donc le centre d'études sociologiques rue Cardinet dans le 17e, pas très loin d'ici, c'était une espèce de lieu où il y avait toute la sociologie française qui était là, grosso modo, plus la Sorbonne, quoi. Bon, voilà, où il y avait Gurvitch et Aron qui officiaient. Mais là, le lieu de la recherche du CNRS en sociologie, avec ce département ministériel où il y avait, grosso modo, c'est ça, une sociologie divisée en spécialités. La sociologie du travail, c'était Pierre Naville. Il y avait la sociologie religieuse, c'était Isambert et Jacques Maître. La sociologie de l'école, c'était Viviane Isambert. La sociologie rurale, c'était Madras. Voilà. Enfin bref, une espèce de département sociologique qui était grosso modo des ministères, quoi, en quelque sorte, une espèce de découpage de la discipline en ministère, qui était un espèce donc d'état, voilà, objectivé de la sociologie telle que je l'ai découverte moi quand j'ai débarqué, et tel qu'il était en train de crever, parce que voilà, c'était la fin, tout ce truc-là était en train de s'effondrer et de se reconstruire. Alors ça pour dire, voilà, la difficulté c'est qu'évidemment il y a une histoire sociale des sciences sociales, donc tenir des propos très généraux c'est toujours un petit peu difficile, parce qu'au fond, il s'agit de mettre en évidence des constantes structurelles qui ne vont pas tout à fait de soi. Alors, je vous en ai dit quelques-unes, je crois, qui me semblent importantes tout à l'heure, qui est le caractère profondément politique de la sociologie, et ça, je ne crois pas que ce soit prêt de changer. Ça me semble intrinsèquement lié à la démarche sociologique elle-même, quoi. C'est-à-dire le fait qu'elle est politique et qui comporte des tas de conséquences. Hein. C'est-à-dire, entre autres, le fait que je disais tout à l'heure, que chacun des chercheurs y est en concurrence non seulement avec les autres chercheurs, mais aussi avec tous les professionnels de la production symbolique, les écrivains, les hommes politiques, les journalistes, etc. Et plus largement même avec tous ceux qui, avec des forces symboliques et des succès très inégaux, travaillent à imposer leur vision du monde. Alors, je pense que ça a des conséquences, c'est qu'au fond, la prétention à la scientificité, c'est-à-dire, au fond, la prétention au monopole du discours légitime sur son objet, évidemment quelque chose de tout à fait insupportable pour tous les autres, quoi. Bon, donc de fait, dire voilà c'est moi qui ai raison parce que j'ai la science avec moi, quoi, c'est l'effet de science, quoi, en quelque sorte, est évidemment tout à fait insupportable, et donc ça fait comment dire, cet univers des sciences sociales est constamment traversé par des luttes qui sont toujours scientifico-politiques. Voilà, c'est-à-dire que les luttes au sein du champ sont scientifico-politiques au sens où une des façons d'avoir raison dans cet univers, c'est de faire appel au sens commun, quoi. Voilà, si vous voulez avoir raison, vous dites, mais enfin, bon, quand même. Alors, le sondage, par exemple, le sondage, c'est un outil formidable, quoi, bon, pour avoir raison, quoi, pour avoir raison en produisant des effets de science, avec des allures de science, bon, qui font que ratifier une espèce de sociologie de sens commun, qui s'appuie sur le sens commun pour avoir la majorité avec soi, quoi. Bon, ça rend effectivement les luttes particulièrement difficiles au sein du monde de la sociologie des sciences sociales en général, parce que d'une certaine façon, la force des idées dépend toujours pour une part de la force des groupes qui acceptent de tenir pour vrai ce que vous dites, quoi. Bon, grosso modo, il y a une espèce de logique de l'applaudimètre qui est toujours opposable au fond à la logique de la science, qui fait que la production d'énoncés scientifiques y est particulièrement difficile. Voilà. Bon, je pense que c'est une des raisons qui me semble tout à fait importante. Et la deuxième chose que je voudrais dire à ce propos, enfin non, l'avant-dernière chose que je voudrais dire à ce propos, c'est qu'au fond, même s'il est vrai que la sociologie est de part en part politique pour les raisons que j'ai dites, ça n'implique en rien une réduction brutale des sciences sociales à la politique, ni la réduction corrélative du chercheur au rôle de simple militant, au fond. Je pense que ça me semble important. C'est-à-dire pour réduire le chercheur au rôle de simple militant, c'est-à-dire sans autre fin ni autre moyen que ceux d'un politique ordinaire, c'est l'annuler en tant que savant, quoi, bon, capable de mettre justement les armes de la science au service des objectifs poursuivis. Alors ça, je pense que c'est tout à fait important, quoi. C'est-à-dire que si vous vous transformez purement et simplement en militant, vous risquez aussi de cesser d'être sociologue, quoi. Bon, je pense que c'est tout à fait important. C'est-à-dire qu'au fond, ça vous dispense en rien d'utiliser les armes propres des sciences sociales, les armes de la science, pour produire des énoncés qui soient aussi des énoncés scientifiques, même si les énoncés scientifiques en matière de sciences sociales sont toujours politiques, nécessairement. Mais il y a des énoncés proprement politiques et des énoncés scientifico-politiques, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des énoncés qui sont aussi des énoncés scientifiques, ou qui tendent aussi à être, en tout cas qui s'efforcent d'être,
des énoncés scientifiques. Donc voilà, c'est une conséquence qui me semble pratique, mais enfin qui me semble tout à fait importante, c'est voilà, de prendre la mesure de ça. Voilà. Alors j'en viens, bon, on pourrait développer sur tout ça. En fait, il faudrait, pour le coup, retracer un état des luttes au sein des sciences sociales, un état des luttes symboliques au sein des sciences sociales qui évidemment varie constamment au fil du temps. Pas aujourd'hui ce qu'il était hier, quand je vous parlais de la rue Carbinet, de ce qu'il est devenu quand, je sais pas moi, dans les manuels ça se figurait comme ça il y a, je sais pas, Touraine, Crozier, Boudon, Bourdieu, quoi, bon, voilà, machin, bon, voilà, avec des luttes entre, c'est pas faux, hein, bon, avec des luttes que ça implique entre les uns et les autres, etc. Bon, voilà, et aujourd'hui, ça a changé de nouveau, bon, on n'en est plus là, c'est devenu autre chose. Il y a l'ANR, il y a toutes ces choses-là, bon, qui impliquent ses propres, comment dire, sur un mode de fonctionnement différent du champ, bon, mais qu'il est intéressant, je crois, d'objectiver pour prendre la mesure, justement, des effets qu'exerce cet état des luttes sur ce que chacun d'entre nous, pris dans ses luttes, que ça lui fasse plaisir ou pas, exerce sur ce qu'il fait. Je pense que c'est aussi une chose tout à fait importante qu'il faut avoir présente à l'esprit. Enfin, bon, c'est plus facile. On peut tenter, troisième volet, d'objectiver les effets de ce que Bourdieu appelle l'ethnocentrisme scolastique. Alors, c'est pas ce qui semble le plus évident, dit comme ça, mais je pense que, bon, je voudrais essayer de vous faire comprendre pourquoi c'est important. Comment c'est une forme d'ethnocentrisme particulière, bien cachée, mais dont je crois qu'elle est particulièrement puissante, puis qui agit sur chacun d'entre nous, sauf à tenter justement d'en prendre conscience. Tenter de prendre conscience, ça veut dire l'objectiver. Bon, alors j'ai dit, au point de départ de cet ethnocentrisme scolastique, il y a la scolée. La scolée, c'est quoi? La situation de scolée, c'est le loisir studieux, je vous parlais tout à l'heure, c'est le temps libre et libéré des urgences, je cite Bourdieu, le temps libre et libéré des urgences du monde qui rend possible un rapport libre et libéré à ces urgences et au monde. Bon, voilà, vous voyez, une espèce de formule comme ça, vous voyez, c'est une condition où vous êtes, bon, voilà, affranchi des urgences ordinaires du monde ordinaire, mais qui implique en même temps, voilà, un type de rapport lié à cette condition. C'est comment, les conditions engendrent des dispositions en quelque sorte libres et libérées, donc voilà, à ces urgences et au monde. Voilà, donc la scolée, c'est à la fois, voilà, il faut comprendre ça, quoi, c'est la condition, sans doute la condition sociale de possibilité de la pensée pure, ou de ce que les philosophes appellent la pensée pure, quoi. Bon, c'est voilà, une pensée en surplomb, qui voit les choses de loin et de haut, et quelle est sans doute la condition pour que puisse naître ce type de pensée. Donc c'est à la fois une libération, et c'est en même temps une mutilation. C'est une mutilation parce qu'elle suppose effectivement une condition très très particulière dans le monde social, une condition qu'on peut dire mutilée, parce qu'elle est pas celle, en tout cas, de tous les agents ordinaires du monde social qui ont autre chose à faire dans le monde que de le contempler. Bon, voilà. Alors, donc cette scolée, elle est au principe, d'une façon générale, de ce que Bourdieu appelle une disposition scolastique, dont je vais essayer de dire quelques mots. Disposition scolastique, donc, qui incline à mettre en suspens les exigences de la situation, les contraintes de la nécessité économique et sociale, et toutes les urgences qu'elle impose ou les fins qu'elle propose. Bon, au fond, vous voyez, c'est alors que le monde social ordinaire est un monde qui impose à la fois, vous voyez, des contraintes tout à fait réelles à chacun d'entre nous, des choses à faire, bon, qu'on ne peut pas ne pas faire, bon, des fins à poursuivre, qu'on ne peut pas ne pas poursuivre parce qu'elles sont toxiques, en quelque sorte, elles vont de soi, des choses qu'il y a à faire, etc. Bon, se trouver en retrait, c'est au fond mettre en suspens tout ça, quoi. Bon, dire, voilà, moi j'arrête et je regarde, quoi. Bon, j'arrête et je regarde, mais j'arrête et je regarde, c'est aussi entrer dans un espèce de monde ludique de la conjecture théorique, de l'expérience mentale, etc. On fait comme si, on peut imaginer, voilà, faisons comme si, le jeu du faire semblant, la posture du comme si, en général, qui est une posture très caractéristique des intellos, quoi, qui peuvent regarder le monde comme ça, puis on dit en supposant que, bon, voilà, des choses comme ça, on peut mettre en suspens, en quelque sorte, les contraintes réelles qui existent réellement pour penser le monde autrement. Bon, et qui me semble une disposition scolastique qui est sans doute une condition essentielle de toutes les formes de spéculation gratuite
sans autre fin qu'elle-même, comme fin en soi, quoi, voilà, au fond, imaginons le monde autrement. Bon, voilà, alors, bon, on peut toujours, quoi, bon, mais enfin, vous voyez, ça suppose des conditions très particulières pour pouvoir se livrer à ce genre de choses, hein, et ensuite pour avoir envie de se livrer à ce genre de choses, pour trouver que c'est intéressant de se livrer à ce genre de choses. Bon, voilà. Alors, cette disposition scolastique, bon, on peut aussi la décrire comme une façon d'opérer une mise à distance du réel tel qu'il est directement perçu. Elle est aussi, je crois, ça me semble important, une condition de la plupart des constructions symboliques. Je pense que bon, toute construction symbolique suppose quelque chose de ce type-là. Je pense que bon, ce que je viens de décrire de façon un peu ironique à propos des intellectuels ou des philosophes en particulier, c'est aussi vrai, je sais pas, d'un peintre. Les peintres, bon, ouais, ils se mettent à distance du monde pour le regarder, quoi. C'est une façon, je pense que c'est aussi vrai pour eux. Donc, c'est concevoir, au fond, le monde comme représentation. Voilà, hein, c'est aussi le monde comme représentation, comme théâtre, Goffman encore. Vous voyez, bon, le monde comme un grand théâtre. Bon, je regarde. Je m'amuse, quoi, bon, je regarde les interactions, etc., dans le métro, machin, bon, c'est comme s'il n'était pas, quoi, comme si moi j'étais pas dans le métro, quoi, bon, je regarde ce qui se passe dans le métro, bon, voilà, c'est une manière très très particulière d'être, hein, c'est concevoir le monde comme représentation. Bon, ça impose aussi, ça c'est Bourdieu qui le dit, ça a sans doute des tas d'autres conséquences, je pense qu'il a raison de le dire, par exemple le refoulement des plaisirs de l'enfance liés au sens de proximité, bon, comme le toucher, l'odorat, des choses comme ça, et la mise en la valorisation des sens de la distance, comme la vue, l'ouïe, etc. Donc on refoule certains aspects de soi, bon, et on valorise d'autres, et en particulier, de façon plus générique, la disposition scolastique ou la condition scolastique est sans doute au principe aussi de la division du divorce classique entre l'esprit et le corps. Bon, voilà, l'esprit c'est bien, la culture et la nature, le corps c'est pas bien, la culture et la nature, voilà, l'âme et le corps, etc. Hein, bon, l'entendement, la sensibilité, enfin, ouais, des espèces de divisions philosophiques classiques qui ont tout à voir, je crois, avec cette condition scolastique comme mise à part, au fond, et qui engendre d'autres mises à part, vous voyez, qu'engendre elle-même d'autres clivages. Bien. Alors, on peut, voilà, dans le même ordre d'idées, donc disposition scolastique, mettre en évidence aussi des sites privilégiés de la condition scolastique. Alors c'est grosso modo ce que Bourdieu appelle les champs de production culturelle. Hein. Les champs de production culturelle ont tous en commun, hein, la condition scolastique de ceux qui le plient. Voilà, c'est-à-dire, au fond, les mondes scolastiques, ces différents champs de production culturelle, artistique, etc., hein, sont des mondes qui offrent des positions où l'on peut se sentir fondé à appréhender le monde comme une représentation, comme un spectacle. Hein, tous ont en commun ça, quoi, à le regarder de loin et de haut, à l'organiser comme un ensemble destiné à la seule connaissance, ou à la seule perception, ou à la seule mise en scène, etc. Au fond, je pense que tous les champs de production culturelle ont ça en commun, qui invitent en quelque sorte à adopter par rapport au monde ce qu'on peut appeler un regard scolastique lié à cette condition scolastique, qui engendre, au fond, aussi sans doute un point d'honneur scolastique qui conduit celui qui vit dans cette condition à se penser à distance de l'homme du commun, absorbé par les soucis triviaux de l'existence quotidienne. Au fond, il y a une espèce d'aristocratisme, en quelque sorte, hein, des univers scolastiques qui conduit à se penser comme à distance des hommes du commun et des soucis communs des hommes du commun. Voilà. Alors, au fond, par rapport à cette condition scolastique qui est celle de tous les intellectuels, Bourdieu, voilà, la thèse de Bourdieu, c'est de dire que, au fond, cette condition scolastique engendre une pensée scolastique et une pensée mutilée, une pensée voilà, qui trouve ses limites justement dans cette condition, comme pour le reste. Il s'agit donc, là aussi, la démarche réflexive, elle est objectiver la pensée scolastique pour prendre la mesure des effets de cette pensée scolastique. Il s'agit donc d'explorer méthodiquement les limites que la pensée scolastique doit aux conditions de son émergence pour essayer de s'en libérer. Comment s'affranchir, au fond, des limites de la pensée scolastique liées à la condition scolastique, prendre donc la mesure de ses effets et tenter de s'en affranchir. Voilà. Alors,
En quoi donc, la question devient donc en quoi cette disposition scolastique affecte-t-elle la pensée en même temps qu'elle rend possible, quoi. C'est-à-dire, vous voyez, si la pensée a pour condition l'existence de la condition scolastique, la condition scolastique a des effets sur la pensée, des effets scolastiques. Donc, comment s'affranchir de ces effets? Quels sont les présupposés inscrits dans le fait d'être en mesure de se retirer du monde pour le penser, au fond, hein? C'est quoi les effets? Alors, dans les méditations pascaliennes, Bourdieu y est revenu des tas de fois, mais dans les méditations pascaliennes, dans le chapitre 2, Bourdieu indique 3 formes de l'erreur scolastique, 3 formes, 3 modalités, en quelque sorte, de l'ethnocentrisme scolastique, ce qu'il appelle l'épistémocentrisme, le moralisme et l'universalisme esthétique. Donc voilà, je vais finir avec ça, je vais parler de ces trois modalités de l'erreur scolastique. Alors, l'épistémocentrisme scolastique, alors le mot est un peu savant, mais j'essaie de le rendre plus simple. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire, l'épistémocentrisme scolastique? Au fond, l'idée est très simple, c'est que le sujet réfléchissant, moi qui suis en train d'essayer de penser le monde, le sujet réfléchissant n'est pas l'agent agissant. Hein. Bon, c'est-à-dire qu'il y a un écart, hein, entre un écart de fonctionnement, hein, d'intérêt, etc., entre celui qui vit la condition scolastique, celui qui réfléchit sur le monde, et celui qui agit dans le monde. On peut là encore faire référence à Bachelard, qui disait que le monde où l'on pense n'est pas le monde où l'on vit. Bon, il y a une espèce d'écart comme ça, hein, le monde où l'on pense n'est pas le monde où l'on vit, c'est une espèce d'écart justement lié à cette condition scolastique en retrait, en quelque sorte, du monde pour le penser. Voilà, on peut dire, pour le dire autrement, on peut dire que le chercheur n'est pas en face des situations et des conduites qu'il observe et analyse, dans la position d'un agent agissant, engagé dans l'action, investi dans le jeu et les enjeux. Au fond, vous voyez, c'est une espèce d'écart substantiel, essentiel, hein, entre le monde que j'observe, et les agents qui sont dans ce monde et qui vivent dans ce monde, et le type qui vient là pour regarder ce qui s'y passe, quoi, hein, dans ce monde. Une espèce d'écart tout à fait essentiel entre les deux. Au fond, et d'ailleurs, dans une certaine mesure, l'enquêteur, en particulier sur le mode ethnographe, qui cherche dans ce monde qu'il observe des enquêtés, hein, et des informateurs, mieux encore, va fabriquer en quelque sorte des informateurs, bien souvent, ou bien aller trouver quelqu'un qui a des dispositions à l'être, et faire de cet informateur un espèce d'enquêté qui accède en quelque sorte à la condition scolastique, c'est-à-dire qu'il va adopter lui-même le point de vue du chercheur en retrait de ce monde sur lequel il informe. Donc je vais vous parler de ce monde dans lequel je vis d'habitude, mais il trouve des alliés en quelque sorte qu'il annexe à la condition scolastique et qui l'oblige d'ailleurs, hein, qui tente à obliger de fait, hein, à adopter cette condition scolastique pour pouvoir servir d'informateur. Bon, avec lui aussi, bien sûr, cet informateur qui va bien sûr de ce coup adopter tous les travers de la condition scolastique, hein, de la pensée scolastique sur ce monde dont il va se constituer comme un informateur. Bien. Donc le principe, au fond, c'est simple, le principe de l'épistémocentrisme scolastique, ça s'éclaire, j'espère, petit à petit, c'est la confusion opérée ordinairement entre le sujet réfléchissant et l'agent agissant. Au fond, cette espèce de confusion qui semble aller de soi entre moi qui pense ce monde et ce monde tel qu'il se vit. Au fond, le chercheur tend à donner le monde tel qu'il le pense, c'est-à-dire comme objet de contemplation, de représentation, de spectacle, etc., pour le monde tel qu'il se présente à ceux qui n'ont justement pas le loisir ou le désir de s'en retirer pour le penser. Voilà, c'est au fond confondre, hein, ces deux manières d'être au monde. Être au monde pour le regarder et le comprendre, et être au monde pour vivre dedans. Alors, ce qui est une différence tout à fait essentielle. Au fond, ça consiste à substituer à l'agent agissant le sujet réfléchissant, à substituer à la connaissance pratique dont chacun a besoin pour vivre dans le monde, la connaissance savante, hein, que je produis depuis la condition scolastique. Bien. Et l'épistémocentrisme, en l'occurrence, consiste à imputer, finalement, un intérêt de pure connaissance et de pure compréhension à l'agent agissant qui a des intérêts de connaissance, mais pas les mêmes, quoi, hein. Ils sont sans doute pas les mêmes que ceux du savant. Au fond, il s'agit d'opérer une confusion, je dis encore autrement, une confusion entre la connaissance pratique, c'est-à-dire la compréhension première du monde liée à l'expérience de l'inclusion dans ce monde, c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre quelque chose pour pouvoir vivre dans le monde, mais sur un mode très particulier, une espèce de connaissance pratique qui va de soi, ce que Bourdieu appelle le sens pratique, ce qu'il faut pour pouvoir vivre dans ce monde, et la connaissance savante, c'est-à-dire celle de la raison raisonnante, de la raison scolastique, de la raison théorique. L'épistémocentrisme scolastique, donc, qu'engendre la condition scolastique,
est au principe d'une connaissance presque toujours erronée et déformée de la connaissance pratique. C'est-à-dire qu'on ne comprend rien, voilà, en général, le travers épistémocentrique, lié à l'ethnocentrisme scolastique, c'est au fond de ne rien comprendre ce que c'est que cette connaissance pratique, qui existe bel et bien, mais qui n'est pas celle qu'il croit avoir en ignorant ce qu'il est en train de faire, quoi. En ignorant que ce qu'il acquiert comme connaissance théorique de la connaissance pratique, c'est justement différent de la connaissance pratique. Voilà. Donc, la réflexivité, bon, qu'est-ce que vous avez à faire la réflexivité contre cet épistémocentrisme scolastique? Ben, c'est un effort constant qui mobilise des moyens scolastiques pour lutter contre les dispositions scolastiques. Au fond, voilà, c'est utiliser, bon, voilà, c'est comme ça, il ne faut pas comment ça pourrait être autrement, hein, c'est tenter de, là encore, retourner les armes de la connaissance savante contre la connaissance savante telle qu'elle se pratique ordinairement, donc en particulier contre cet épistémocentrisme, donc qui consiste finalement à prendre un point de vue théorique sur le point de vue théorique. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il s'agit de faire? Ben, au fond, si on arrive à s'affranchir de ce type de travers, c'est arriver, au fond, où un précepte pratique pourrait consister à dire qu'il s'agit de se placer en pensée au point de vue de l'agent pratiquement engagé, c'est-à-dire comprendre justement que ce n'est pas le même que le sien, voilà, que mon point de vue de savant. Donc au fond, il s'agit de reconstruire théoriquement la logique pratique, qui inclut justement l'écart entre la logique théorique et la logique pratique, entre la théorie pratique et la théorie scientifique. C'est prendre conscience de cet écart pour pouvoir la reconstituer. Enfin, ça semble être la condition sine qua non, hein, de l'accès à ce que c'est que la connaissance pratique. On peut d'ailleurs la faire retour sur l'informateur, hein, dont je parlais tout à l'heure. C'est au fond, quand on fait une enquête, en particulier par entretien, bon, au fond, on demande, hein, à ces enquêtés d'adopter eux aussi une position scolastique par rapport à eux-mêmes ou par rapport à leur monde. Une position réflexive, pourrait-on dire, mais qu'il n'est possible, cette position réflexive, que bon, on arrête tout, hein, on arrête tout, au moins le temps de l'entretien, bon, et on adopte sur le monde un point de vue scolastique sur le monde. Ce qui, soit dit en passant, ne va pas de soi. Alors, il suffit d'avoir fait ce genre de choses dont je suis en train de parler pour comprendre que voilà, une des choses très importantes et qu'on oublie régulièrement quand on fait ce genre de travail, c'est les refus d'enquête. C'est tous ceux qui disent non, écoutez, moi ça ne m'intéresse pas votre truc. Quoi. Bon, voilà, on dit merde, je lui demande rien d'autre que de raconter sa vie. Alors, tout le monde peut le faire. Ben non, non. Par exemple, je pense que le récit de soi suppose au moins ce que Foucault appelait le souci de soi. Voilà, c'est pour pouvoir faire un récit de soi, il faut au moins s'intéresser à soi et trouver que soi, ça existe d'abord et c'est intéressant. Et bon, voilà, dire ça, voilà, soit ça existe et c'est intéressant, il y a des conditions sociales de possibilités très très particulières pour que ce soit possible. Et c'est inégalement socialement distribué, de toute évidence. Il n'y a pas que les sociologues en aient le monopole, mais en tout cas, il va de soi que ce n'est pas une chose qui va de soi. Bon, alors je pense que voilà, comprendre ça, c'est déjà faire un grand pas, hein, c'est faire un grand pas en avant dans la compréhension du monde social. Bon, ce qui est en jeu d'ailleurs dans cette espèce de conversion finalement sollicitée auprès des enquêtés d'accès à la condition scolastique, d'accès à la réflexivité, c'est pas seulement, comme on le croit là encore, l'inégale distribution des capacités langagières. Par exemple, là, on pourra parler de soi, suppose d'avoir le vocabulaire qui permet de le faire, les structures syntaxiques, logiques, etc., qui permettent de le faire. Mais c'est pas seulement ça, c'est aussi franchir la frontière scolastique, c'est-à-dire finalement adopter cette position très particulière qui consiste à prendre sur le monde ce point de vue de savant, c'est-à-dire qui considère le monde comme représentation. Est-ce que ça va tellement de soi? Je ne crois pas. Je ne crois pas que ça va de soi. D'ailleurs, il suffit de réfléchir justement attentivement à ces refus d'enquête, par exemple, pour comprendre que ça ne va justement pas de soi. Deuxième erreur liée à l'ethnocentrisme scolastique, ce que Bourdieu appelle le moralisme comme universalisme égoïste. Voilà, deuxième forme de l'erreur scolastique. Alors, au fond, ce qu'il a en vue, en parlant de ça, c'est au fond cette espèce de générosité démocratique vertueuse de l'intellectuel, ces professions de foi humanistes qui sont le fait général des intellectuels, qui consistent à la fois à projeter sur le champ politique des formes idéalisées de la discussion rationnelle entre intellectuels dans un séminaire de recherche, bon, ça c'est moi qui le dis, et d'autre part, à attribuer à tous
une opinion personnelle ou un choix économique éclairé. Alors, je pense que ça me semble très important. Au fond, c'est l'idée, vous voyez, d'une projection des manières d'être et de faire des intellectuels, en considérant que, bien sûr, ça va de soi, c'est le propre de tout homme, quoi. Bon, alors, en ignorant complètement les conditions sociales de possibilité. C'est le même schème, hein, mais au fond, c'est l'idée que... au fond, c'est Habermas, quoi, par exemple, qui vise là, typiquement, avec son espace public et son affaire communicationnelle, l'idée que, voilà, l'espace public, c'est, en fond, vous voyez, oui, ça peut être décrit comme un ethnocentrisme le plus ordinaire. Quand je parlais de projection de ce qui se passe dans un séminaire de recherche, considérer que, voilà, dans le monde social en général, c'est comme dans mon séminaire, quoi. Chacun parle, s'explique, discute rationnellement, c'est possible, avance des arguments, hein, etc. Bon, voilà. Et que, bien sûr, chacun a un point de vue, une opinion, et que, voilà, il a le droit de la défendre. Bon, voilà. Alors, est-ce que c'est universaliste en disant, ouais, je note tout le monde de propriétés qui sont caractéristiques de mon monde, hein, mais bien sûr ethnocentriste, parce que j'universalise, comme ça, très très vite, très généreusement, bien sûr, apparemment, des propriétés qui sont les miennes. Alors, la réflexivité, là encore, en quoi ça consiste? La réflexivité, ça consiste à objectiver sociologiquement les conditions de possibilité de ce que l'universalisme abstrait accorde de façon très, très générale à tout à chacun. Bon, au fond, cet universalisme abstrait, cette universalisation théorique ignore les conditions économiques et sociales de l'accès à l'universel, au fond. Hein, c'est l'universel, bon, très bien, quoi. Mais enfin, voilà, c'est quoi les conditions d'accès à l'universel? Au fond, oui, bon, voilà, je pense il est fondé, hein, je crois, sur la méconnaissance des conditions économiques et sociales de possibilité de l'accès à l'universel. Alors, on peut parler, je parlais tout à l'heure d'un ethnocentrisme d'assemblée générale, bon, qui consiste finalement à réduire des rapports de force à des rapports de communication, à faire, comment dire, ou même à considérer, comme Habermas en l'occurrence, les rapports de dialogue comme des rapports d'où sont évacués les rapports de force qui s'accomplissent dans n'importe quelle interaction. Bon, alors, il me semble qu'une des caractéristiques de cette manière de penser tout à fait ethnocentrique consiste à méconnaître que la force des arguments, voilà, c'est encore une forme bourdieusienne, hein, la force des arguments n'est pas très efficace contre les arguments de la force, quoi. Bon, voilà, c'est comme ça. Et que la domination n'est jamais absente des rapports de communication. Bon, alors ça, je pense que voilà, c'est des choses tout à fait essentielles, quoi, que dans les interactions, bah oui, il y a de la domination, quoi. Se plaisir ou pas, c'est comme ça, quoi. Bon, et alors on peut prendre le parti de l'ignorer, mais voilà, c'est tout à fait un type d'universalisme abstrait, parce que justement, il ignore ce qui se passe réellement. Alors je pense que, de façon générale, bon, vous voyez, ethnocentrisme de l'Assemblée générale, c'est considérer tout débat comme un débat comme ça, bon, où la rationalité serait reine, parce que ça va de soi, quoi. Parce qu'en tout cas, chez moi, c'est comme ça, donc chez vous, c'est pareil, quoi. Bon, en ignorant tout ce qui fait que c'est justement pas comme ça que ça se passe. Bon, et qui va de pair avec ce qu'on va appeler une espèce de bonne conscience démocratique, ou la doxa démocratique, hein, ou associer une espèce de bonne volonté éthique, qui suppose, de la même façon, une égale maîtrise des instruments de production politique. Bon, les instruments de production politique qui consistent par exemple à être capable de repérer une question politique comme telle, repérer une question politique comme étant une question politique, et à y répondre conformément à leurs intérêts politiques. Or, bon, là encore, bon, l'expérience montre que c'est pas exactement comme ça que ça se passe, quoi. Bon, voilà, il suffit, enfin l'enquête montre que c'est pas exactement comme ça que ça se passe. Au fond, je crois que cette espèce d'universalisme démocratique repose sur le refoulement, ou l'ignorance, en mettant les choses au mieux, des conditions d'accès à la sphère politique. Bon, alors, il y a des conditions d'accès à la sphère politique, il y a des conditions d'accès non seulement à des positions politiques dans le champ politique, vous avez à compter le nombre d'ouvriers qu'il y a à l'Assemblée nationale, vous verrez, quoi, c'est comme si ça allait de soi, quoi, bon, voilà. C'est pas très compliqué, bon, et il y a de façon plus, enfin moins brutale, je pense, mais de façon beaucoup plus essentielle,
des conditions d'accès à l'opinion publique articulée, bon, la capacité à émettre une opinion proprement politique et reconnue comme politique. Bon, alors je renvoie, je sais pas, aux travaux de Daniel Gaxi, par exemple, sur le sens caché, bon, voilà, c'est tout à fait essentiel, bon, ou ce que Bourdieu raconte dans la distinction à ce propos sur la base d'enquête, bon, sur les conditions sociales de possibilité d'accès à quelque chose comme une opinion politique. Donc, de façon générale, au fond, l'universalisme intellectualiste, qui crédite tous les humains de l'accès à l'universel, s'enracine dans ce que Bourdieu appelle la foi suprêmement élitiste dans l'opinion personnelle, c'est le culte scolaire du personnel, il y a donc une opinion personnelle, etc., et qui repose fondamentalement sur le refoulement des conditions d'accès à cette opinion personnelle, justement, distinctive et distinguée. Quoi. Bon, c'est avoir une opinion, mais enfin, comment on fait pour avoir une opinion, quoi. Qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir avoir ce qu'on appelle une opinion, ce qui est une chose tout à fait chic. Bien. Voilà. De la même façon, bon, je pense que voilà, la théorie du choix rationnel, bon, qui est celle de l'économie classique, néoclassique dominante aujourd'hui, ou de la doxa néolibérale, bon, crédite chacun des agents de choix économiques rationnels, de choix économiques éclairés, rationnels, bon, en méconnaissant. Alors, ça ne veut pas dire que ça n'arrive jamais, mais ça suppose des conditions sociales très très particulières pour pouvoir accès à ce type de pratique et de choix. Donc il y a des conditions, là encore, il y a des conditions économiques et culturelles de l'excès à la conduite économique tenue pour rationnelle, quoi. Il faut des conditions particulières. Bon, c'est un vieux truc de Bourdieu, ça, qui est montré à propos des sous-prolétaires algériens déracinés, bon, pour qui ont un rapport à l'économie de type paysan, l'économie paysanne, qui est liée à leur habitus de paysans. Quand ils arrivent en ville, bon, ouais, ils ne comprennent rien, que ça veut dire un salaire, des choses comme ça, quoi, par exemple. C'est complètement inintelligible, parce qu'il y a des conditions économiques de possibilité de l'accès à des choix économiques rationnels. Bon, donc, au fond, la conclusion qu'on peut tirer de cette réflexivité en matière morale et politique, c'est comment dire, ce que Bourdieu appelait une réelle politique de la raison. Quoi. Bon, il ne s'agit pas de dire, voilà, bon, bah, tant pis, c'est comme ça. Quoi. Bon, il s'agit de façon, mais simplement de prendre la mesure du fait que, de façon générale, il y a des conditions historiques de l'émergence de la raison. Bon, c'est donc à la fois contre une position qui s'affiche contre une forme d'universalisme abstrait, qui conduit d'ailleurs, par exemple, à imputer des manques à une nature dont le caractère historique est oblitéré. C'est-à-dire, pour le coup, si vous dites chacun est doté d'une raison, alors celui qui l'a pas, il est quoi? C'est un pauvre con, quoi. Bon, il est naturellement con, quoi. Bon, c'est la conclusion qui s'impose, quoi. Bon, voilà, donc vous voyez les conséquences, quoi, de cette générosité formelle, quoi. Générosité formelle, oui, mais pratiquement, ça veut dire quoi? Bon, voilà, et qui plus est, bon, vous voyez, c'est de dire ça, c'est imputer à une nature, donc les défauts de raison constatables empiriquement, ou en tout cas des défauts apparents de raison constatable empiriquement, et c'est aussi de la sorte justifier l'ordre établi, légitimer l'ordre établi, l'ordre en vigueur de la distribution des pouvoirs et des privilèges, en disant que tout ça finalement repose sur une nature, parce que ceux qui échappent à l'universel, c'est qu'ils sont naturellement inaptes à accéder à l'universel. Bon, voilà, c'est... Oui, ou bien l'universel est constatable, ou bien il ne l'est pas, ce qui vient de soi. Donc, s'il ne l'est pas et qu'il est supposé, en même temps, ceux qui échappent sont naturellement inaptes. Voilà. Parce qu'on ne pouvait être que inapte pour des conditions économiques et sociales déterminées, historiques déterminées, ou bien inapte pour une nature. Quoi. Bon, c'est l'école, quoi. C'est le fonctionnement général de l'école. Bon, donc contre cet universalisme abstrait, et contre aussi un espèce de relativisme cynique et désenchanté, qui conduit à accepter les choses comme elles sont, sous des airs de radicalisme, parce que c'est facile effectivement de se donner des airs de radicalité à ce compte-là, sous la forme, différentes formes de subversion nihiliste. Donc la conclusion, c'est qu'au fond, il n'y a pas de contradiction, en dépit des apparences, à lutter à la fois contre l'hypocrisie mystificatrice de l'universalisme abstrait et pour l'accès à l'universel, c'est-à-dire aux conditions d'accès à l'universel. Au fond, ce qu'il s'agit de dire, voilà, pratiquement, il s'agit de doter, répandre les conditions de possibilité d'accès à l'universel. Pas dire, voilà, l'universel est déjà là, il est déjà accompli. Non, il n'est pas déjà là. Il s'agit de travailler à ce que... à l'avènement d'une réelle, ce qu'on peut appeler une réelle politique de la raison. C'est-à-dire, au fond, faire que la raison se répande, c'est-à-dire se donner les moyens de
de réaliser ce droit formellement reconnu, quoi. Au fond, voilà, ça, c'est ça. Troisième et dernier point, l'universalisme, troisième forme donc, de l'erreur scolastique, c'est ce que Bourdieu appelle l'universalisme esthétique. Alors, c'est exactement calqué sur l'universalisme moral dont je parlais tout à l'heure. Au fond, l'idée est que la condition scolastique et les dispositions scolastiques conduisent à, là aussi, universaliser le plaisir esthétique, voilà, comme à la manière de Kant, hein, qui de façon exemplaire parlait du plaisir esthétique en parlant de ce plaisir pur qui doit pouvoir être éprouvé par tout homme. Voilà, c'est comme la raison, quoi. Bon, plaisir pur qui doit pouvoir être éprouvé par tout homme, donc une espèce de générosité démocratique apparente, mais telle que, alors que bon, l'objectivation sociologique, évidemment, contrevient à cet universalisme esthétique supposé en mettant en évidence la double condition de ce plaisir pur, hein, ce plaisir esthétique pur. Il dépend à la fois de l'émergence du champ artistique, parce que tant qu'il n'y a pas de champ artistique, il n'y a pas de genre de plaisir esthétique pur, et bien sûr, une fois que ce champ artistique existe, de d'une éducation familiale et scolaire, qui est la seule à même, de fait, à inculquer cette disposition pure au plaisir pur, en quelque sorte. Hein, c'est-à-dire mettre en suspens les intérêts pratiques, etc. Accès à une posture gratuite et désintéressée que suppose le plaisir esthétique et dont la statistique montre que l'espérance mathématique d'accéder au musée dépend très directement du niveau d'instruction. Voilà, c'est un peu prosaïque, mais enfin, voilà, c'est comme ça, quoi. Bon, voilà. Alors, ça conduit à mettre en cause les politiques de l'universalisme esthétique un peu inconsidéré à travers la mise en cause, ou en tout cas d'une réflexion critique sur le prosélytisme culturel. Bon, on peut se demander, voilà, s'il ne sert pas à refaire constamment la démonstration de sa supériorité intrinsèque parce que ça ne marche pas. Bon, voilà, donc je renvoie à ce que je disais ci-dessus, qui conduit aussi à s'interroger sur un esthétisme populiste qui prédite le peuple d'une esthétique ou d'une culture populaire vite fait, quoi. Bon, avec le souci louable sans doute de réhabilité. Hein, qui tente à convertir la privation en accomplissement électif, bon, à faire comme si voilà, c'était un choix, bon, et qui ignore presque toujours le fait que le monde social, avec sa hiérarchie, qui ne se laisse pas relativiser si facilement, n'est lui-même pas relativiste, quoi. C'est-à-dire que moi je peux l'être, mais le monde social continue à ne pas l'être, quoi. Bon, donc c'est pas moi qui compte, quoi. C'est pas moi qui, parce que moi je vous réhabilite. Bon, voilà, ça me fait plaisir, ça vous fait peut-être plaisir, mais c'est très très momentané. Le monde social, de façon générale, lui continue de l'ignorer, quoi. Bon, voilà, donc c'est aussi, bon, sous forme de là encore des formes de radicalité qui laissent le monde à l'état, voilà, qui laissent le monde à l'état en s'accordant des plaisirs à deux balles. Voilà. Donc, d'où une critique très généralisée de la double hypocrisie des politiques culturelles en général menées à l'égard des plus démunis, qui consiste à, sous couleur de respecter la différence, d'imposer universellement les mêmes exigences sans distribution universelle des moyens de satisfaire ces exigences. Voilà. Donc, au fond, de conforter la violence symbolique associée aux effets d'inégalité réelle dans l'égalité formelle. Enfin, je vais conclure là-dessus. Au fond, ce qui me semble tout à fait important de bien comprendre dans cette mise en évidence, finalement, des multiples effets de l'ethnocentrisme scolastique, c'est, au fond, la mise en évidence de ce que Bourdieu appelait la violence symbolique, qui est sans doute l'effet le plus méconnu et le plus invisible, sans doute, sauf à opérer sur soi-même, justement, cet effort de réflexivité, la violence symbolique qu'exerce sous couleur de générosité cet universalisme abstrait inhérent, en quelque sorte, à la condition scolastique et à l'épistémocentrisme scolastique. Au fond, s'il faut conclure, voilà, je vais conclure en un mot, je pense que, après cette vision un peu désenchantée, je crois, de la condition intellectuelle et de ce qu'elle implique quand elle ne se connaît pas elle-même, c'est
un plaidoyer aussi pour ce qu'on pourrait appeler une réelle politique de l'universel. C'est pas contre l'universel, hein, mais pour une réelle politique de l'universel, c'est-à-dire la défense des conditions de l'exercice de la raison et des bases institutionnelles de l'activité intellectuelle. Et d'une part, donc défendre, c'est pas contre les intellectuels, c'est défendre les conditions de possibilité de l'exercice du métier d'intellectuel, conçu comme activité réflexive, et indissociablement de favoriser partout et pour tous les moyens d'accès de tous à l'universel. Voilà. Merci beaucoup, merci. Merci pour cette présentation très dense mais très claire. Je crois qu'on va vous applaudir, en même temps ça va nous réchauffer.